Il est 10h30, l'heure du début de la conférence. Cette deuxième donc conférence de la 4e édition des Journées de l'Éloquence, qui, après celle de la veille consacrée à l'univers, est dédiée à la question de la vie. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir à l'extrême gauche de la table monsieur Axel Kahn, qui est ancien membre du Comité national consultatif d'éthique, ancien directeur de l'Institut Cochin, ancien président de l'Université Paris-Descartes, actuel directeur de recherche à l'INSERM et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Jean, un homme hors du temps, publié chez Stock. À ses côtés et au mien, monsieur Maxime Hervé, qui est maître... CV beaucoup plus petit. qui est tout de même maître de conférence en biologie animale à l'Université Rennes 1, rattaché à l'Institut de génétique, environnement et protection des plantes, spécialiste de l'écologie chimique des interactions plantes-insectes, et co-auteur avec Denis Poinceau de l'évolution des espèces, publié chez Apogée. Pardon. Je commence bille en tête, étant donné que la question est vaste, sur cet enjeu du vivant, en me tournant vers Maxime Hervé, avec une question simple, préliminaire. Quelles sont les origines de la vie sur Terre? Comment tout cela a-t-il commencé? C'est gentil de préciser question simple. Je ne suis pas convaincu que ce soit une question simple. Du moins, elle est simple à poser. Comment elle est apparue exactement? En fait, on ne sait pas exactement. Parce qu'il faut déjà savoir quelles étaient les conditions atmosphériques, par exemple, de la Terre à son origine. La Terre, c'est à peu près 4,5 milliards d'années. On pense que la vie est née il y a à peu près 3,5 milliards d'années. On sait bien que ce n'est pas très évident de savoir quelles étaient les conditions à l'époque. Alors on a quand même des idées qui sont assez précises, mais on ne peut pas être sûr exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on est bien passé du non-vivant au vivant. Alors comment on y est passé? Avant de savoir comment on y est passé, il faut déjà définir ce que c'est le vivant et ce que c'est que le non-vivant, ce qui en soi est aussi une vaste question. Mais en gros, il y a tout un champ de recherche qui repose notamment sur ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire la chimie des molécules qui nous constituent, mais avant qu'il y ait des êtres vivants pour les synthétiser, qui a quand même fait beaucoup de progrès. Il y a certaines briques élémentaires du vivant au niveau moléculaire. On sait qu'elles ont pu se faire avant qu'il y ait du vivant, dans les conditions physico-chimiques de la Terre dite primitive. Il n'est pas impossible aussi que certaines de ces briques élémentaires soient arrivées de l'espace, puisqu'on sait que sur les comètes notamment, on peut retrouver certaines de ces briques élémentaires. Après, le passage de ces briques élémentaires, si tant est qu'on ait les bonnes en tête, a vraiment une structure qu'on appelle vivante, qui en gros, pour faire simple, est une structure qui est capable de s'auto-répliquer elle-même. Ça, c'est une autre vaste question. Et très honnêtement, je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas exactement. Cela dit, il me semble que ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir exactement comment ça s'est passé. La seule chose qui est importante pour discuter d'évolution après, c'est de savoir qu'en fait, tout le vivant actuel, donc aussi bien les animaux, les plantes, les micro-organismes, a une origine unique, qu'on appelle, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne retrouvera jamais exactement la trace de cette chose-là il y a à peu près 3,5 milliards d'années. On lui a donné un petit nom, on l'appelle Lucas. Alors, pour l'anecdote, c'est en référence à Lucie, l'Australopithèque, dont probablement on reparlera un peu plus tard. Lucas, ça veut dire Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun universel. Donc il y a deux choses importantes là-dedans. À la fois, c'est un ancêtre universel, c'est-à-dire à tout ce qui vit aujourd'hui sur Terre. Il y a une origine commune à tout ça. Mais il y a aussi un point de détail qui est intéressant, c'est que c'est le dernier ancêtre commun. Ça ne veut pas dire que c'est le premier être vivant qui soit apparu sur Terre. Alors ça ne ressemble ni à un animal, ni à une plante. Ça ressemblerait plutôt à une bactérie, mais pas du tout une bactérie telle qu'on pourrait l'observer aujourd'hui. Donc la vie a très bien pu apparaître plusieurs fois sur Terre. Le fait est que tout ce qu'il y a aujourd'hui a une origine unique. C'est peut-être une des formes de vie qui est apparue. Alors imaginez pas des aliens ou des bonhommes verts. On est dans des choses moléculaires. C'était une forme de protocellule. On peut dire ça, oui, si on veut. Oui, la cellule est forcément une structure qui est apparue plus tard, et il a fallu d'abord des structures qui étaient capables de s'auto-répliquer en dehors d'une cellule. Donc la question porte sur quelles étaient exactement ces structures qui pouvaient s'auto-répliquer. Il y a plusieurs hypothèses. Je ne sais pas si un jour on saura vraiment ce que c'était, mais il y a des scénarios probables en tout cas. Je profite qu'on en soit encore à cette question des origines de la vie. Si vous souhaitez intervenir, Monsieur Kahn, n'hésitez pas.
Simplement un point dont je ne vais pas rajouter à ce qu'a si bien expliqué mon collègue Maxime Hervé. Simplement ajouter en transition avec ce qu'il va dire sur l'évolution, c'est que la vie a commencé d'évoluer dès qu'elle a été créée. Et que, en réalité, ce qui a précédé la vie, c'est-à-dire des amas de molécules qui échangeaient entre elles des produits de réaction chimique dans un espace donné, avant que tous les critères de la vie ne soient réunis, étaient soumis sans doute à une évolution moléculaire. D'ailleurs, cette évolution moléculaire est intervenue pour faire apparaître la première protocellule, la première forme de vie. Et donc, la vie est indissociable de ce dont on va parler maintenant, l'évolution. À toi, Maxime. Magnifique. Il me semble d'ailleurs que chez les chimistes prébiotiques, les spécialistes de cette discipline, il me semble que la définition de l'apparition de vivant, c'est le moment où commence à y avoir de la sélection, c'est-à-dire la variation et du tri des formes plus avantageuses, etc. On va reparler bien sûr de sélection. Ce qui nous amène donc à ce deuxième aspect. Une fois que la vie est apparue, comment est-ce qu'elle s'est développée quelle est la nature de cette évolution dont on parle tant sans forcément bien la connaître? Alors, il y a en fait deux points que j'aimerais bien discuter. C'est qu'est-ce que l'évolution? Alors, vaste débat qu'on va recentrer évidemment. Et puis après, le point central qui devrait nous occuper aujourd'hui, c'est est-ce que ça va dans une direction particulière ou dans plusieurs directions particulières? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc, commençons par qu'est-ce que l'évolution? Alors, c'est tout un tas de transformations qui se font au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire des générations. Mais est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus précis que ça? C'est des transformations qui se font au fur et à mesure des générations. Pour faire simple, je dirais qu'il y a 3 types de transformations qui peuvent se produire, des grandes catégories générales. La première, pas par ordre d'importance, mais simplement dans l'ordre où je vais les évoquer, ce sont des améliorations au cours du temps, ce qu'on appelle des adaptations, donc ce qui est le résultat de la sélection naturelle, c'est-à-dire tous les caractères ne sont pas aussi avantageux, la sélection trie les caractères les plus avantageux, c'est ceux qui sont retenus au cours des générations. Alors quand je dis la sélection trie, c'est pas une main invisible qui est comme ça au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qui trie? En fait, c'est l'environnement global dans lequel vous êtes, à la fois les conditions physiques et chimiques, et aussi tous les autres êtres vivants qu'il y a dans cet environnement. Donc la sélection retient ce qui est mieux, si on veut. Ça mène à des améliorations, ce qu'on appelle des adaptations. Mais il y a un travers qu'il ne faut pas avoir, c'est de se dire, d'accord, la sélection améliore les choses, les organismes petit à petit. Vu que l'évolution se fait sur un temps très très long et que la vie a plus de 3 milliards d'années, avec tout ce temps-là, au fur et à mesure d'amélioration, on doit arriver à des organismes qui sont à peu près parfaitement adaptés, qui sont très très bien faits, qui sont parfaitement adaptés à l'environnement. Ça, avant même de parler de sélection, c'est ce qui était contenu dans la formule que la nature est bien faite. Quand on observe le vivant autour de nous, on a l'impression que oui, il est parfaitement bien fait pour vivre dans telle et telle condition. Ça, c'est trompeur parce que quand on regarde un peu les choses dans le détail, c'est pas du tout parfaitement bien fait. Et alors, pas du tout. La sélection ne mène jamais à la perfection. Ça fait mal au cœur de dire ça, y compris chez vous, et on peut trouver un tas d'exemples, chez vous et chez moi aussi, et chez nous, mais chez l'espèce humaine, on peut trouver un tas d'exemples où les structures morphologiques, anatomiques, par exemple, sont loin d'être parfaites. En fait, pour reprendre un mot de François Jacob, qui était un éminent biologiste français, qui a eu le prix Nobel, l'adaptation, donc le résultat de la sélection, c'est en fait un bricolage, c'est du bricolage. Alors qu'est-ce qu'il entendait par bricolage? Le bricolage, c'est quoi? C'est vous avez un problème à résoudre, quelque chose à réparer ou quelque chose à construire, et en face, vous avez du matériel et des outils. Et vous devez vous débrouiller avec ce que... Il n'y a pas de Leroy Merlin à proximité. Vous devez vous débrouiller avec ce que vous avez sous la main pour réparer ce que vous avez à réparer ou construire ce que vous avez à construire. Et vous n'avez que ça. Eh bien, l'adaptation, c'est pareil. Vous avez une contrainte qui est, par exemple, un climat qui est rude, qui est, par exemple, trouver de la nourriture, qui est trouver un partenaire pour se reproduire, qui est, une fois que vous avez trouvé la nourriture, empêcher les congénères qui cherchent la même chose que vous de vous la piquer. Vous avez des prédateurs qui cherchent à vous manger en permanence, vous avez des parasites, vous avez tout un tas de contraintes comme ça dans l'environnement. La sélection, l'adaptation, se fait à partir de quoi? Donc ça, c'est le problème. Et les outils, le matériel que vous avez dans la main, c'est 2 choses. Essentiellement, c'est les caractères que vous avez hérités de vos ancêtres. La sélection, en fait, n'invente rien. Elle part de ce que vous avez hérité. Et éventuellement, ce que vous avez hérité ne permet pas du tout de répondre de façon optimale au problème. Mais c'est ce qu'il y a dans la main. Et à ça s'ajoute de la nouveauté qui apparaît, ce qu'on appelle sous le terme général mutation.
Alors il y a la mutation génétique, évidemment, dans les séquences d'ADN. Ce n'est pas la seule forme de mutation, mais disons mutation génétique, ça en fait partie, donc on peut parler que de ça pour simplifier. La mutation, c'est l'apparition de nouveautés. Donc il y a ce qui est hérité, et puis ce qui est nouvellement apparu. Alors ce qui est nouvellement apparu, ce n'est pas d'un coup un troisième bras qui pousse. Ce sont en général des variations, le plus souvent relativement fines, de caractères qui existent déjà. On est plutôt dans de la variation, comme ça, le plus souvent continue, même si ce n'est pas toujours. Ce qui est important de voir à propos de la mutation, un petit point de détail, c'est que la mutation, elle se fait aléatoirement. Alors qu'est-ce que j'entends par aléatoirement? Elle se produit indépendamment des avantages ou des désavantages qu'elle procure à l'individu. Ça, c'est un point qui est très important. Les nouveautés qui apparaissent peuvent très bien ne procurer ni avantages ni désavantages, c'est d'ailleurs le cas le plus souvent. Elles peuvent très bien être désavantageuses ou elles peuvent aussi être avantageuses. Si elles sont avantageuses, la sélection va avoir tendance à les retenir. Bon, tout ça, c'est du grand bricolage et je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est de bricolage. Imaginez, un petit peu de science-fiction, que vous êtes des animaux. Alors, je vais prendre beaucoup d'exemples animaux parce que je suis zoologiste, donc des formations professionnelles exigent. Ce qui me vient en tête, c'est des animaux. Mais c'est probablement ce qui vous parle le plus, donc c'est pas plus mal. Imaginez que vous êtes un animal aquatique. Vous vivez dans l'eau, entièrement, tout le temps dans l'eau. Bon, vous devez respirer, comme tous les animaux. Il y a une grande différence entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. C'est que dans l'eau, l'oxygène que vous respirez, il est dissous dans le liquide, alors que dans l'air, eh bien, il est gazeux dans l'air. Et en fait, ce n'est pas les mêmes structures qui permettent de respirer dans l'eau, de capter l'oxygène qui est dissous, que les structures qui permettent de respirer dans l'air, de capter l'oxygène qui est gazeux. La logique, si c'était bien fait, ce serait que, puisque vous vivez dans l'eau, ben, vous respirez l'oxygène qui est dissous dans l'eau. C'est logique. La perfection, entre guillemets, ce qui serait bien fait, ce serait ça. L'organe classique chez les animaux, chez les vertébrés qui permet de respirer dans l'eau comme ça, c'est les branchies. Les poissons ont des branchies. Bien. Prenez un dauphin, ou une baleine, ou un orque, ou un cachalot, n'importe quel animal de ce groupe qu'on appelle les cétacés. Les cétacés vivent dans l'eau, ça fait aucun doute. Avec quoi les cétacés respirent? C'est pas avec des branchies. Ils respirent comme vous et moi, avec des poumons. Autrement dit, ils ne peuvent pas respirer à partir de l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Ils doivent remonter à la surface pour respirer l'oxygène qu'il y a dans l'air, parce que les poumons, ça ne sait que respirer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Est-ce que vous trouvez ça pratique? Est-ce que vous trouvez ça bien fait qu'un animal qui vit dans l'eau en permanence ait besoin de régulièrement remonter à la surface pour respirer? Autrement dit, est-ce que vous trouvez ça vraiment parfaitement bien fait qu'un animal qui passe son temps dans l'eau, si on l'empêche de remonter à la surface, il se noie? Ça, c'est pas parfaitement bien fait. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les cétacés sont des mammifères, et comme tous les mammifères, ils ont un ancêtre terrestre qui avait des poumons, parce qu'ils respiraient dans l'air comme vous et moi. Les cétacés sont une lignée de mammifères qui s'est adaptée, secondairement, à la vie aquatique. Et l'adaptation n'a pas consisté à réinventer des branchies. Ça n'existe pas de réinventer des choses. C'est du bricolage. Les poumons étaient là. Il fallait se débrouiller avec des poumons. Donc le bricolage, en l'occurrence, a consisté en quoi chez les cétacés? Par exemple, il y a tout un tas de choses, mais par exemple, quelque chose qui est frappant, c'est la migration des narines progressive depuis l'avant de la face sur le dessus du crâne. Ça a donné l'évent, ou les évents, des dauphins, des baleines, parce que parfois il y en a un, parfois il y en a deux. Il y a d'autres adaptations qui sont plus physiologiques. Par exemple, les cétacés, quand ils plongent, beaucoup sont bons en apnée, c'est aussi une adaptation, pas tous. Leur vitesse cardiaque, leur rythme cardiaque, pardon, j'avais perdu le mot, leur rythme cardiaque chute drastiquement. Ça, c'est une adaptation parce que quand le rythme cardiaque diminue, la consommation d'oxygène diminue. C'est la même chose qu'on retrouve chez les grands sportifs. Donc là, vous voyez le bricolage. À première vue, c'est pas du tout logique, mais la sélection fait à partir de ce qu'elle a sous la main. Donc ça, c'est un point important. Et ça ne mène pas à la perfection. Ça mène simplement à ce qui fonctionne. Donc il n'y a pas de recherche de perfection. Simplement, on retient les caractères qui permettent que ça fonctionne. Et peu importe que ce soit bien fait ou pas bien fait, que ce soit parfait ou pas parfait. Ce qui relativise un peu la notion de perfection quand même. Mais en fait, c'est bien plus compliqué, parce que là, je vous parle d'une contrainte, je vous parle de respiration dans l'eau, mais dans la vraie vie, vous n'avez pas soit un climat qui peut être rude, soit des prédateurs qui veulent vous manger, soit des parasites qui veulent vous parasiter, soit de la nourriture à trouver, etc. Toutes ces contraintes, vous les avez en même temps. Donc vous ne devez pas répondre à chacune de ces contraintes individuellement. Vous devez bricoler pour répondre à toutes ces contraintes en même temps. Quand je dis vous devez bricoler, c'est une image bien sûr, c'est au fur et à mesure des générations, il y a du bricolage. Vous devez répondre à toutes ces contraintes en même temps. Donc la sélection, l'adaptation, ce n'est pas une somme d'adaptations individuelles, parfaites, même plutôt bien bricolées, à chacune de ces contraintes, puisque la sélection, elle s'exerce sur l'individu entier. Le seul critère, c'est combien de descendants laisse l'individu. Ce n'est pas combien chaque petit détail permet de laisser de descendants, c'est l'ensemble. Donc en fait, la sélection, l'adaptation, c'est un compromis
C'est ça qu'il faut retenir. C'est du bricolage déjà, et c'est un compromis pour répondre au mieux à toutes ces contraintes qui s'exercent en même temps. Et la difficulté, c'est que ces contraintes, elles peuvent ne pas du tout être cohérentes, c'est-à-dire pousser vers la même solution. Elles peuvent même être parfois totalement contradictoires. Et je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, où on a rien que 2 contraintes qui sont complètement contradictoires. Prenez le paon. Tout le monde connaît le paon, cet oiseau, qui a des couleurs très très chatoyantes, le bleu métallisé, comme ça, et qui a une queue, la roue, donc des plumes très très longues, jusqu'à 1,50 m de long chez le paon, une roue très très longue, qu'on voit, qui est déployée, qui est magnifique, sur lesquelles on a aussi plein de couleurs. Alors ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le paon qui ressemble à ça, avec plein de couleurs et avec une roue, c'est uniquement le mâle. La femelle, elle a des couleurs beaucoup plus ternes, il y a un petit peu de métallisé, mais beaucoup moins, et elle n'a pas les grandes plumes de la queue comme ça, c'est uniquement le mâle. Alors comment on explique que c'est uniquement le mâle? C'est parce que chez le paon, comme chez la plupart des animaux qui doivent se reproduire en couple, avec un mâle et une femelle, on a de la compétition pour l'accès aux partenaires sexuels. Ça, c'est une contrainte. Et chez le paon, comme chez beaucoup d'animaux, comment ça se passe? En fait, la compétition est entre les mâles pour l'accès aux femelles. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le cas dans la majorité des situations. Et chez cet oiseau-là, comme chez beaucoup d'autres, comment ça se passe exactement? C'est la femelle qui choisit le mâle avec lequel elle se reproduit. Parfois, ça se règle par des combats entre mâles, et c'est celui qui gagne le combat qui a le droit de s'accoupler avec la femelle. Là, c'est la femelle qui choisit activement le mâle avec lequel elle se reproduit. Et ce qu'on sait, c'est que les femelles, elles choisissent préférentiellement les mâles qui ont les couleurs les plus visibles et qui ont la queue, la roue. Alors c'est difficile le paon parce qu'il faut toujours essayer de ne pas faire trop de sous-entendus, donc n'en voyez pas, même si vous ne pourrez pas vous empêcher, donc je vais essayer de faire ça correctement, qui ont la roue la plus longue, d'accord, la plus grande. J'ai dit bien la roue. Donc on a une pression de sélection, ce qu'on appelle une pression de sélection, c'est-à-dire une contrainte qui est pour que les couleurs soient le plus visibles possible et la roue la plus longue possible, parce que c'est ce qui permet de se reproduire le plus. Ça, c'est une contrainte. Dans le même temps, le paon, comme beaucoup d'animaux, il a des prédateurs. Si vous réfléchissez en termes de prédateurs, des couleurs extrêmement visibles, ça ne paraît pas franchement malin pour se cacher des prédateurs. La queue très très longue comme ça, elle est très visible en soi, et en plus, quand vous devez fuir face à un prédateur, un truc aussi lourd derrière, 1,50 m et aussi grand, ça ne vous arrange pas forcément pour fuir très vite. Donc du point de vue de la contrainte qui est échappée à la prédation, là on a une pression de sélection pour qu'en fait les couleurs soient les moins visibles possibles et que la roue soit la plus petite possible. Donc là vous avez seulement 2 contraintes, elles sont complètement contradictoires. Une qui pousse dans un sens, l'autre qui pousse dans l'autre sens. Ce qu'on observe chez le paon, en fait, c'est un compromis entre ces 2 contraintes. C'est-à-dire que la roue grandit, ça facilite l'accès aux femelles, mais jusqu'à un certain point où ça devient trop handicapant pour la survie face aux prédateurs notamment. C'est du compromis tout le temps comme ça. La femelle, pourquoi elle est beaucoup plus terne et il n'y a pas la roue? C'est parce qu'elle n'a pas cette contrainte d'accéder aux partenaires sexuels, puisque c'est elle qui choisit. Donc, pour ne parler que de ces 2 contraintes-là, elle a seulement la seconde qui est échappée aux prédateurs. Donc, elle a des couleurs beaucoup plus ternes, ce qui permet le camouflage. En plus, les femelles paon, elles couvent au sol, donc c'est d'autant plus important de se planquer. Et elles n'ont pas la roue comme ça, donc elles peuvent fuir plus vite. Oui, ça, c'est une idée importante sur l'adaptation. C'est ce que je voulais dire. C'est du bricolage. Ça n'est pas du tout de la perfection. Et c'est un bricolage qui favorise le compromis. Ça, c'est une idée très importante. Monsieur Kahn, sur cet aspect de la sélection. Rajouter 2 éléments. Tout d'abord, traduire en termes de phénomène fondamental ce qu'est le bricolage. Le bricolage, le terme de François Jacob, que j'ai très bien connu, un ami, vieil ami, renvoie au bricoleur. Or, on peut faire l'hypothèse d'un bricoleur, on peut faire l'hypothèse d'un grand horloger de l'univers, mais on peut également ne pas le faire. Et si on ne fait pas l'hypothèse d'un bricoleur, d'où vient le bricolage? C'est une question intéressante. Eh bien, le terme qu'il faut considérer est le terme du hasard. L'élément fondamental de la sélection naturelle, fondamental, c'est que la diversité des caractéristiques, des propriétés, des êtres vivants, diversité sur laquelle la sélection va intervenir, eh bien, elle apparaît de manière totalement aléatoire. Ça, c'est une question extrêmement importante.
aussi bien pour les physiciens. Demain, Étienne Klein vous parlera de l'aléa, peut-être, si vous l'interrogez sur ce sujet, puisque on se demande si ce qu'on considère comme étant aléatoire, survenant au hasard, ça survient vraiment au hasard, ou alors si c'est simplement que l'on ne sait pas quelles en sont les causes. Les physiciens répondent aujourd'hui, et je vous demande de considérer cela. Les physiciens répondent. Il existe un hasard vrai, ontologique, fondamental, mathématique, physique. C'est le hasard quantique. Vous savez que la mécanique quantique nous dit que la position d'une particule quantique est totalement aléatoire. Et on peut démontrer qu'elle est effectivement aléatoire. Or, Maxime vous a parlé des mutations. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation de l'ADN? L'ADN, c'est le programme. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation en général? Eh bien, une mutation, c'est un rayon vulnérant qui frappe l'ADN, qui crée par des modifications chimiques une mutation. Eh bien, cette mutation obéit au hasard quantique. C'est-à-dire qu'une particule quantique qui va être responsable de la mutation, on peut prédire quelle est la fréquence avec laquelle un brin d'ADN sera muté, mais on peut démontrer qu'il n'est pas possible de prévoir quelle sera la lettre fondamentale de l'ADN qui sera mutée et quel type prendra cette mutation. Et donc le mécanisme fondamental qui fait apparaître la diversité génétique, c'est effectivement un mécanisme aléatoire. Et la traduction du bricolage, c'est un engendrement aléatoire d'une diversité biologique sur laquelle les circonstances de l'environnement, les prédateurs, tout ce dont a parlé Maxime, opèrent. C'est ça, vraiment, qu'il faut bien comprendre quand on discute de l'évolution. Je le dis parce qu'il y a à l'heure actuelle une tendance mortifère, à travers le succès, par exemple, d'un livre remarquable, qui est « La vie secrète des arbres ». On voit que les arbres sont fantastiques, ils échangent des signaux pour se prévenir qu'il y a des prédateurs, etc., etc. Et la plupart des gens ne connaissent pas ces choses-là. Et donc, ils ont conclu que les arbres sont vraiment tout à fait épatants et qu'ils ont, en quelque sorte, une organisation volontaire de groupe, peut-être une morale, peut-être qu'il faut que l'on soit avec les arbres comme l'on serait avec les animaux sensibles, etc., etc. En réalité, la nature a évolué depuis très longtemps. On vous a dit 3,8 milliards d'années. Les mutations sont permanentes. C'est-à-dire qu'est apparue une diversité de combinaisons totalement incroyable. Et lorsque, par hasard, des mutations, des combinaisons de mutations se sont révélées avantageuses, alors elles ont été sélectionnées. Et donc, par exemple, lorsque des arbres, par rapport à leurs parents arbres, sont capables de se prévenir d'un danger et d'y répondre, eh bien, cette innovation a toutes les raisons d'être sélectionnée, sans que l'on fasse intervenir la volition organisationnelle des arbres. Voilà ce que j'avais à ajouter. Et après, alors je ne pensais pas parler de ça, mais si on parle des arbres qui se préviennent entre eux, on pourra en reparler après, parce que là, on commence à toucher à de la chimie, de la communication, c'est-à-dire mon domaine de recherche, et on pourra discuter de à quel point les arbres ne se préviennent pas du tout entre eux, en fait. D'accord. Ça, on en discutera après. C'est très anthropocentré. On calque sur une situation naturelle des bons principes, de la morale, des choses telles qu'on a envie de les voir. En vrai, ils ne se préviennent pas du tout entre eux. Ils se font beaucoup plus la guerre entre eux qu'ils se préviennent gentiment qu'il y a un prédateur qui arrive. Oh, on peut laisser ça pour plus tard. Sur les mutations, ce qui est vraiment important, c'est que c'est fondamentalement hasardeux et ça survient indépendamment des avantages ou des désavantages que ça procure. Et pour ceux qui s'intéressent un peu à l'évolution, c'est la différence vraiment centrale, fondamentale, entre les théories qui sont héritées de Lamarck, qui est le premier qui a proposé une théorie de l'évolution, qui n'est pas la théorie actuelle, et la théorie de l'évolution telle que l'on l'entend actuellement, qui est héritée de Darwin, qui n'est plus bien sûr la théorie de Darwin, mais qui est la théorie de Darwin largement modifiée, amendée. La différence fondamentale, c'est que dans la théorie actuelle, la variation apparaît au hasard, ça a été très bien expliqué. Dans la théorie lamarckienne, et tous ceux qui s'en réclament plus ou moins ouvertement,
La différence, c'est que la nouveauté, donc disons la mutation, la marque n'avait pas connaissance de la mutation génétique, mais la nouveauté est avantageuse. Elle apparaît avantageuse. C'est ça la différence vraiment centrale entre ce qui est hérité de Lamarck et ce qui est hérité de Darwin. Bon, c'est une petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences. Simplement un point. C'est important. Ça marche pas ce truc? Si. C'est important pour l'histoire. Lamarck indique que ce qui crée ces nouveautés, c'est l'usage et la désuétude. Le mot qu'il faut retenir. Darwin, qui ne connaît rien à la génétique, rien du tout, absolument rien. Mais enfin, il pense qu'il y a des modifications qui surviennent de manière aléatoire. Enfin, la différence entre Lamarck et Darwin est complexe. Mais sur ce point, c'est vrai. Et Lamarck considère qu'un organe qui est très utilisé va s'hypertrophier et un organe qui n'est pas utilisé va s'atrophier. Par exemple, prenons un exemple, si tu permets, Maxime, c'est pas du tout Lamarck qui a proposé cela, mais c'est une illustration. Pour expliquer le grand coup des girafes, on va donner une explication lamarckienne et une explication darwiniste. Pour Lamarck, eh ben voilà, jadis, les girafes avaient un petit cou. Mais les girafes, d'une part, aiment énormément les pousses nouvelles au sommet des arbres, et d'autre part, elles en profitent. Leur santé est meilleure et elles se reproduisent mieux. Alors, elles se sont mises à se déhancher le cou pour manger les pousses au sommet des arbres, et progressivement, leur cou a grandi. Un darwiniste dira non, c'est pas ça. Il y a une diversité génétique, et à chaque génération, le cou des girafes est plus ou moins grand. Mais comme celles qui ont un plus grand cou se portent mieux et font plus d'enfants que les autres, progressivement, le cou va grandir. Voilà explication lamarckienne et darwiniste pour le cou des girafes. C'est très bien la girafe parce que je vais en parler tout de suite. Les transitions sont phénoménales. Donc le premier type de transformation, si vous voulez, c'était les améliorations, les adaptations. Donc bricolage qui favorise le compromis. Le deuxième type de transformation, si on veut, c'est ce que j'appelle un peu des effets secondaires, des conséquences annexes d'autres transformations, des choses qui ne sont pas aléatoires, mais qui ne sont pas sélectionnées, qui ne sont pas des améliorations. C'est des choses qui se produisent parce qu'on a d'autres transformations, donc c'est des effets secondaires de ces transformations. Et je vais vous donner un exemple qui est très simple. On va s'intéresser à un nerf qu'il y a chez vous tous et qu'il y a chez tous les vertébrés, qui s'appelle le nerf laryngé récurrent, gauche, parce qu'il y en a deux, un à gauche et un à droite. Ils n'ont pas exactement le même trajet, celui qui m'intéresse, c'est le gauche, que vous avez tous chez vous, et tous fait pareil, donc vous vous rendrez compte à quel point, y compris nous sommes loin d'être parfaits. Le nerf laryngé récurrent, c'est un nerf crânien. Donc il part, comme tous les nerfs crâniens, de la base du crâne. Donc le gauche, il part à peu près par là derrière. Et il innerve quelle région du corps? Un truc qui n'est pas très loin, c'est le larynx. Donc le haut des voies respiratoires, c'est-à-dire à peu près là. Donc le trajet du point de départ au point d'arrivée, à vol d'oiseau, c'est 5 cm chez un humain. Donc si la nature est bien faite, évidemment, le nerf fait à peu près 5 cm. On peut lui accorder quelques micro-détours, disons 5-6 cm. Ce n'est pas du tout ce que fait le nerf laryngé récurrent gauche. Le droit non plus, d'ailleurs, mais le gauche, c'est encore pire. Qu'est-ce que fait le nerf laryngé récurrent gauche? Il part donc de la base du crâne et il descend dans le cou. Et il va dans le thorax. Il fait le tour de la crosse de l'aorte, le gros vaisseau, la grosse artère qui part du cœur. Et il remonte pour arriver au larynx. 5 cm à vol d'oiseau, environ 45 cm de trajet réel chez un humain. D'où ça vient, ce truc-là? Ce n'est pas une amélioration, puis on ne comprend pas bien en quoi ce serait une amélioration. C'est en fait une conséquence secondaire de l'apparition du cou chez les vertébrés terrestres. Les ancêtres des vertébrés étaient aquatiques. Ce qui ressemble le plus aujourd'hui, c'est les poissons. Alors attention, erreur commune, je ne dis pas les ancêtres des vertébrés terrestres sont les poissons. Je dis simplement les ancêtres des vertébrés, ce qui y ressemble le plus aujourd'hui, ce sont les poissons. Ce ne sont pas les poissons, encore moins les poissons actuels. Une espèce actuelle ne descend pas d'une espèce actuelle, elle descend d'une espèce ancienne. Bref, chez les poissons, donc c'est à peu près la situation ancestrale, le nerf laryngé récurrent gauche, il n'y a pas de cou. Il part du même endroit, la base du cerveau. Alors il ne va pas au larynx, parce qu'il n'y a pas de larynx, l'appareil respiratoire c'est des branchies, il va aux branchies, et il a un trajet qui en fait est très direct, qui est très court. Et chez les vertébrés terrestres apparaît le cou, ce qui fait que la tête s'éloigne progressivement du cœur. Et en plus, le cœur a un mouvement qui descend un peu dans le thorax. Et il se trouve que le nerf qui avait un trajet très court chez l'ancêtre des vertébrés, il passait derrière l'artère qui part du cœur, ce qu'on appelle l'aorte, donc la crosse de l'aorte chez nous. Quand le cou s'est allongé, le nerf n'a pas sauté par-dessus la crosse de l'aorte. Il s'est allongé progressivement.
Et plus le cou s'est allongé, plus le point de départ et le point d'arrivée se sont retrouvés éloignés de la crosse de l'aorte. Alors en plus, le cœur est descendu dans le thorax, ce qui fait que le trajet s'est encore rallongé. Et donc ça, c'est ce que j'appelle un effet secondaire. C'est des transformations, c'est de l'évolution, mais ça n'est pas en soi une adaptation, une amélioration. Et je reviens à la girafe, parce que vous me voyez venir. Chez vous, 5 cm à vol d'oiseau, à peu près 45 cm en réel. La girafe, qui est le vertébré terrestre avec le plus long cou, elle est faite pareil, parce qu'on a le même héritage. Il n'y a pas grand-chose qui vous sépare d'une girafe, excusez-moi de vous le dire. Chez la girafe, la tête est plus grosse, il y a à peu près 30 cm à parcourir. Elle est même beaucoup plus belle que nous. Hein. Oui, c'est vrai. Chez la girafe, la tête est plus grosse, donc à peu près 30 cm à parcourir. Le trajet, il est le même. On descend le cou, on fait le tour de la crosse de l'aorte et on remonte. Chez les girafes les plus grandes, ça fait 5 mètres de long. La nature est bien faite, il faut relativiser. Et encore, ça c'est petits bras, à côté des vertébrés terrestres qui ont existé, qui n'existent plus, qui ont eu le plus long cou, qui sont des dinosaures, pour ceux qui connaissent, vous voyez les diplodocus, ce genre de choses avec des coups très très longs. La taille réelle à parcourir, c'est mettons 30, 40, 50 cm, ça allait jusqu'à 30 mètres, le trajet du nerf laryngé récurrent gauche. Donc vous voyez l'idée, la nature est bien faite, on commence à beaucoup relativiser ce genre de choses. Et il y a plein d'exemples chez l'homme, de genre de choses comme ça, qui sont des transformations, c'est de l'évolution, ça n'est pas du tout vers la perfection, loin de là. Alors je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus. On reste sur le D'accord, alors je continue. Je continue. Moi j'écoute, je suis dans la même situation. Ça c'était le deuxième type de transformation, donc ce que j'appelle des effets secondaires. Et puis il y a un troisième type de transformation dont en fait on a déjà commencé à discuter, c'est des transformations qui, elles, sont purement aléatoires. D'accord ? Les améliorations, ça va dans un certain sens. Les transformations, les effets secondaires, c'est pas aléatoire, mais ça va quand même dans un certain sens parce que ça suit le mouvement d'autres organes, d'autres structures. Il y a aussi des transformations complètement aléatoires. La mutation, par exemple, c'est un phénomène qui est complètement aléatoire. Donc ce qui se modifie par mutation, ça n'est régi ni par une amélioration, ça n'a pas de direction. C'est totalement aléatoire. Et juste pour finir sur les mutations qui apparaissent, qui se produisent indépendamment de l'avantage qu'elles procurent, la plupart en fait, des mutations, donc au niveau de l'ADN, elles n'ont pas d'effet sur l'organisme. On dit qu'elles sont neutres du point de vue de la sélection. Donc la sélection n'a pas prise sur elles puisque ça n'apporte pas de désavantage, donc ce n'est pas contre-sélectionné, et ça n'apporte pas d'avantage, donc ça n'est pas sélectionné, c'est neutre. Celles qui ne sont pas neutres, en fait la plupart ont des effets négatifs, et une minorité a des effets positifs. Donc ça a un impact qui en fait est relativement faible du point de vue de l'individu, mais qui est extrêmement important du point de vue de l'évolution, parce que sans apparition de nouveautés comme ça, on n'a pas de sélection possible. Donc c'est extrêmement important en fait, même si l'ampleur de chaque mutation, le plus souvent, est relativement faible. La seule chose que je voulais dire, c'est que toutes ces mutations qui se produisent et qui n'ont pas d'effet sur l'organisme, donc qui sont neutres du point de vue de la sélection, ben ça fait des caractères qui évoluent totalement aléatoirement. Et c'est d'autant plus important, on en reparlera, qu'on se passe dans des petites populations, parce que dans des petites populations, les effets aléatoires, tout de suite, prennent une ampleur beaucoup plus importante. Donc pour finir, en fait, c'est quoi les transformations qu'on résume dans l'évolution? C'est des améliorations, des effets secondaires et une partie qui est totalement aléatoire. Cette partie aléatoire, on l'appelle la dérive génétique. C'est un peu comme un bateau, si vous voulez, qui dérive sur l'eau comme ça. C'est ça l'idée. C'est aléatoire, ça n'est pas du tout dirigé. Monsieur Kahn ? Non. Simplement rajouter... Si, un peu quand même. Ouais, non, je dis non. J'ai été à un moment donné, le généticien que je suis, a été à un moment donné, non pas choqué, parce que ce qu'a dit Maxime est impeccable, mais interpellé en essayant de présenter la différence entre des modifications de la forme des animaux qui seraient dues à des mutations et d'autres qui seraient dues je ne sais pas à quoi. En réalité, tout est codé dans l'ADN. C'est-à-dire que si les girafes ont un long cou, c'est parce que leur gène code pour un long cou. De ce côté-là, il n'y a pas de doute. On n'a pas pris un élastique pour tirer sur le cou de la girafe, et si c'était comme cela, le girafeau aurait un petit cou. Non, le girafeau, il a un long cou, parce que l'ADN, il code. C'est-à-dire que le mécanisme fondamental, ce sont des mutations aléatoires qui sont responsables de tout. Maintenant, ce qu'il a dit, et il a raison d'insister sur ce point, c'est que parmi ces modifications de l'ADN, la plupart sont neutres, c'est-à-dire ne font ni bien ni mal. Il y en a qui sont avantageuses, qui vont être sélectionnées, il y en a qui sont désavantageuses, qui vont être éliminées. La plupart,
évidemment sont neutres. Donc je tenais simplement, pour qu'il n'y ait pas entre le généticien et le spécialiste de l'évolution animale, ne serait-ce que l'épaisseur d'un papier à cigarette de différence. Oh, il n'y en avait pas. Je profite du fait que vous abordiez la question du codage par l'ADN, peut-être pour faire une parenthèse sur ce qu'on appelle le programme génétique. Je laisse parler le généticien, forcément. Le programme génétique, c'est ce pourquoi codent les gènes. C'est simple. Les gènes correspondent à un message biologique. Les gènes codent les propriétés des cellules. Et quand un organisme est constitué d'un amas, d'un ensemble de cellules diverses, les propriétés des organismes. Cela étant dit, et ça c'est très important quand on aborde des questions fondamentales comme le racisme ou bien la sociobiologie, des questions qui sentent le soufre pratiquement tellement elles ont été utilisées dans des dérives idéologiques au 19e, 20e et 21e siècle. Les gènes ne codent pas un destin. Les gènes codent des propriétés, le programme génétique. Les gènes codent des propriétés, les gènes ne codent pas un destin. Parce que la différence entre des propriétés et un destin, c'est l'environnement, évidemment. Les propriétés indiquent ce que seront les résistances ou alors les sensibilités à un environnement qui n'est pas génétiquement programmé. Je vais vous donner un exemple pris dans le monde mécanique. Vous imaginez deux engins, une 2 chevaux, toute fragile, avec une tôle très fine, et puis un char d'assaut. Vous imaginez que ces deux véhicules roulent éternellement dans un désert au sable compact où ils ne rencontrent jamais aucun obstacle. Le destin de ces deux engins, quoique leurs propriétés soient très différentes, sera le même. En revanche, évidemment, si partout il y a des murs, des trous, des arbres, alors le char d'assaut passera, alors que la 2 chevaux sera escrabouillée. Les gènes codent des propriétés et pas un destin. Et ce que l'on appelle le programme génétique, c'est l'ensemble des programmes, des propriétés codées par les gènes. Je ne sais pas si on peut s'accorder sur la formule, j'ai l'habitude de dire que les gènes, c'est un potentiel. Ça n'est pas, il n'y a pas ça ne veut pas, c'est pas parce qu'il y a telle séquence génétique qu'il y aura tel résultat. C'est pour ça que la métaphore du programme, elle est quelque part un petit peu gênante. Évidemment, elle fait référence au programme informatique. Un programme informatique, vous avez des instructions et il y a un résultat qui est celui-là. Il se passe ça. Les gènes, c'est un petit peu différent. Oui et non. Alors là, on a un point de désaccord. Voilà. Non, mais tout petit. Il n'est pas totalement faux de comparer les gènes à un programme informatique, en réalité. Parce qu'un programme informatique, il a beau envoyer des instructions, ça dépend de l'environnement, bien évidemment. Les instructions sont les mêmes, mais le résultat des instructions dépend de l'environnement. Eh bien, le programme envoyé par les gènes, il est le programme envoyé par les gènes. Mais le résultat, il dépend de l'environnement. Donc il n'y a pas cette différence fondamentale entre un programme informatique et un programme génétique. Il y a d'autres éléments de régulation du programme génétique, mais en gros, en première analyse, effectivement, l'idée que l'on peut avoir, c'est cela. Ce sont des instructions, les deux envoient des instructions, mais le résultat d'instruction dépend de ce milieu dans lequel, du contexte dans lequel ces instructions arrivent. Et les mêmes instructions peuvent donner des résultats totalement différents suivant le contexte. Si on peut trouver quand même une petite différence, j'ai envie de pousser ça. L'environnement du programme informatique est créé par le programme informatique lui-même. Alors après, je suis totalement d'accord sur l'interaction entre l'environnement, mais je pense c'est qu'il y a le programme une petite informatique différence. et le programme informatique d'une voiture Uber informatisée. Le résultat d'une instruction dépendra de l'obstacle qu'il y a devant. Le débat est clair pour tout le monde. Alors, c'est qu'on n'a pas le même type de programme informatique en tête. Tout le monde a bien compris l'enjeu de la discussion. Puisqu'on parle des gènes, est-ce qu'on peut juste faire une parenthèse? Je sais que tu voulais l'écarter sur la théorie du gène égoïste, qui est quand même intéressante. Moi, N'importe l'un de vous deux.
Non, comme celui qui voulait l'écarter, il a en parlé. Non, je voulais, non, je voulais peut-être en parler plus tard parce qu'il y a d'autres choses dont je voulais absolument parler. Alors gardez ça en tête, on en parlera plus tard. Mais laissons-le continuer. À mon avis, il est important qu'il puisse continuer. Il y a d'autres choses encore plus importantes que je voulais vous raconter, mais ça, évidemment, c'est une grande question et c'est hyper intéressant. Et là encore, on peut trouver des exemples chez vous, chez moi, chez nous, qui sont assez frappants de ce point de vue-là. Alors laissons ça de côté. On en parlera après, d'accord, sans aucun problème. Ce qui nous fait avancer donc sur la direction. La direction, oui. La chose que je voulais vraiment discuter, c'est y a-t-il une direction dans l'évolution? Et si oui, laquelle ou lesquelles? Éventuellement, il n'y en a pas qu'une. Bon, vous sentez bien avec ce que j'ai déjà raconté qu'on ne s'achemine pas dans une direction qui va vers la perfection. D'accord? Ça, je pense qu'après, tout le monde a compris. Bon, même si on écarte l'idée de perfection, il y a une espèce de raisonnement qu'on a tout le temps qui est de dire, d'accord, même si on ne va pas toujours vers la perfection, en tout cas l'évolution va dans le sens du progrès. On va dans le sens du mieux en mieux. D'accord ? Donc, quand on réfléchit sélection naturelle, on a des améliorations comme ça qui se succèdent. Alors ça, c'est une erreur de raisonnement. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de progrès dans l'évolution. Alors on peut toujours citer des exemples, je commence à en donner quelques-uns, que c'est pas très bien fait, donc c'est franchement pas un progrès de rallonger le trajet du nerf. Mais en fait, il y a un problème beaucoup plus fondamental avec cette notion de progrès, c'est que la notion de progrès, elle est totalement subjective. La science, ça s'occupe des faits. Ça dit, ça, c'est comme ça, c'est comme ça, éventuellement les deux sont différents, c'est des caractères différents. Dire ce qui est mieux que l'autre, ça c'est une affaire qui est totalement subjective, c'est pas un fait, c'est une conception que vous avez vous. Ce que vous trouvez être le mieux, donc quand vous dites l'évolution, elle va dans le bon sens, elle va dans le sens du mieux. Ce que vous trouvez mieux, éventuellement, votre voisin, l'un, il peut trouver que ce n'est pas ça qui est mieux. C'est une autre raison. C'est sur toutes les différences qu'on a en politique, par exemple, où chacun a sa vision différente de ce qui est le mieux pour la société. Même si vous semblez être tous à peu près d'accord et si on peut s'accorder sur ce qui est mieux, ça reste quand même une sorte de convention, d'opinion générale qu'on a selon la culture, la société, la civilisation ou même l'époque, parce que dans une même société, selon les époques, on peut avoir une définition du progrès totalement différente. Il n'est pas impossible que plus tard, on parle d'eugénisme, par exemple. On n'a pas du tout la même vision de l'eugénisme aujourd'hui qu'on l'avait il y a 100 ans. Où c'était, être eugéniste, c'était aller dans le sens du progrès. Donc il n'y a pas de direction dans le progrès parce qu'en fait, dès qu'on voit un progrès quelque part, on choisit une direction particulière de l'évolution qui part dans toutes les directions et on estime que c'est celle-là la plus importante. Et ça, c'est totalement subjectif. En fait, c'est une manière plus ou moins assumée ou plus ou moins consciente, de continuer, parce que c'est comme ça qu'on a un peu toujours fait depuis l'Antiquité, à mettre l'homme au-dessus de tous les autres êtres vivants. Parce qu'évidemment, dès qu'on parle de progrès, même si on ne rentre pas dans les détails, si on demande tout un chacun qui a cette vision du progrès de dire c'est quoi, ça va dans quel sens le progrès, vous aboutissez toujours à l'homme. D'accord ? Ça, c'est totalement subjectif. Il y a plein de directions dans l'évolution. Pourquoi vous choisissez celle-là ? C'est parce que c'est votre vision, que ça c'est mieux. Évidemment, c'est parce que vous êtes l'espèce humaine. D'accord ? Probablement qu'un insecte n'aurait pas la même définition du progrès. Et je donne un tout petit exemple pour ça. Un des rêves absolus de l'homme depuis toujours, c'est de voler. Tout le monde rêve de voler. Le premier pigeon venu dehors, il vole. Et il vole mieux que vous ne volerez jamais. Alors je peux très bien dire, il y a plus de progrès chez un pigeon qu'il y en a chez nous. Parce que les pigeons, ils savent voler. Et me dire, non, parce que quand même, les oiseaux, c'est pas pareil. Et puis les oiseaux, ils n'ont pas ça. Puis l'homme, il a ça. En fait, dès que vous avez cette notion de progrès, vous allez toujours trouver un moyen de mettre l'homme au-dessus. Donc c'est totalement subjectif, il n'y a pas de progrès dans l'évolution. Ça a été cru, ça a été théorisé par tout un tas de biologistes, surtout dans la première moitié du XXe siècle, que l'évolution allait dans le sens du progrès. C'est une vision qui est totalement dépassée maintenant. Peut-être ajoute quelque chose là-dessus ? Oh non. Je vous dirais, quand j'écoute Maxime, vous indiquez qu'il y a un phénomène de bricolage, d'aléas, avec de sélection. Ce qu'il vous dit, de manière fondamentale, c'est que l'évolution ne choisit pas ce qui est parfait, ce qui est bien. L'évolution ne sait faire qu'une chose, en réalité, je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus, elle ne sait faire qu'une chose, c'est éliminer, brutalement ou progressivement, les modifications qui nuisent à la reproduction. Voilà, l'évolution, elle est bête, elle ne sait faire qu'une seule chose, c'est quand par hasard, une modification liée à une mutation génétique le plus souvent, quand une modification dans un environnement particulier va nuire à la reproduction. Alors, nuire à la reproduction, c'est nuire à la consommation de nourriture.
C'est nuire à la possibilité de se désaltérer, c'est nuire à la rapidité de la fuite devant les prédateurs. Évidemment, quand on est mort, on ne peut pas se reproduire. Mais la sélection ne joue que sur un seul élément, c'est l'aptitude à se reproduire. Et donc, quand il y a une modification qui diminue l'aptitude à se reproduire, ça finit par être éliminé, évidemment, parce que ceux qui ont cette caractéristique font moins d'enfants que les autres. Alors, évidemment, au bout d'un certain nombre de générations, il n'y en a plus. C'est ça. En revanche, quand une modification n'a aucun effet sur l'aptitude à se reproduire, la sélection, elle s'en fout. Elle s'en fout. Et donc, quand vous voyez une caractéristique, et Maxime est un merveilleux résultat de l'évolution. C'est très aimable. À le voir, on croirait qu'elle va dans le sens du progrès, d'ailleurs. Mais c'est un artefact, quand même. Je suis un artefact. Donc, quand vous voyez une caractéristique, il a donné plusieurs exemples, et c'est important de se le rappeler. Quand vous voyez une caractéristique, tout le monde dit, mais quel est l'avantage? Comment l'évolution a créé ça? La bonne question, peut-être j'y reviendrai sur le vieillissement et la mort. La bonne question, c'est pourquoi pas? Est-ce que la sélection avait une raison de l'éliminer? Car si elle n'avait pas une raison de l'éliminer, elle s'en fout. Et ça peut persister. Donc je reviens à mon progrès, pas de progrès. Donc, ok, pas de progrès. S'il y en a un, c'est celui que vous voyez. Mais objectivement, il n'y en a pas. Alors vous allez me dire, bon d'accord, s'il n'y a pas de progrès, si ce n'est pas toujours de mieux en mieux, on peut au moins s'accorder à dire que même s'il y a plein de directions et il n'y en a pas une privilégiée, ça va quand même du simple vers le compliqué. On peut quand même s'accorder là-dessus. En fait, on ne va pas tellement s'accorder là-dessus parce que ça n'est pas vrai. Alors, je mets de côté, en fait, une question fondamentale, c'est comment vous définissez ce qui est simple ou ce qui est compliqué. On n'a jamais défini exactement ce que c'est que la complexité et comment ça se mesure. Donc, si vous dites ça, c'est plus compliqué que ça, c'est encore un point qui est subjectif. Mais admettons qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce qui est simple et ce qui est compliqué, simplement en regardant l'apparence extérieure, la morphologie. Puis, si on voit plein de structures, c'est compliqué. Si on voit très peu de structures, genre un verre, par exemple, on va dire que c'est simple. Admettons qu'on s'accorde là-dessus. Il est parfaitement vrai qu'une structure complexe apparaît à partir d'une structure plus simple. Ça, c'est vrai. Mais il est tout aussi vrai qu'une structure plus simple peut apparaître à partir d'une structure complexe. D'accord ? Du point de vue morphologique et de tous les points de vue. Il n'y a pas de complexification croissante. Et il y a un tas d'exemples qu'on a sous les yeux qui montrent ce qu'on peut appeler des simplifications. Pas des régressions, parce que s'il n'y a pas de progrès, pas de progression, il n'y a pas de régression non plus. C'est subjectif, la régression. Mais il y a des simplifications. Et on a un tas d'exemples, par exemple, chez les vertébrés. Je suis un peu centré vertébrés, mais c'est parce que c'est ce qu'on connaît le plus, ce qui parle le plus, de vertébrés qui ont perdu leurs membres, par exemple. Ça paraît quand même une sacrée simplification de perdre ses membres. Les murènes, c'est des poissons qui ont perdu leurs nageoires. Pour ceux qui connaissent les amphibiens, il y a 3 groupes d'amphibiens. Il y a les grenouilles, les crapauds, les rainettes. Il y a les salamandres, les tritons. Et puis il y a un 3e groupe qui est moins connu, il y a moins d'espèces, qui s'appelle les cécilies ou les gymnophiones. Les gymnophiones, c'est des amphibiens qui ont perdu leurs membres. Ils n'ont pas de pattes. Chez les lézards, on a un tas d'exemples dans un tas de groupes de lézards où les pattes ont été perdues. L'orvet, par exemple, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas un serpent, c'est un lézard qui a perdu ses pattes. Les serpents, en fait, on le sait très bien maintenant, sont des lézards qui ont perdu leurs pattes. Ce qui est rigolo, c'est que chez certains serpents, comme les pitons, on a encore des restes d'os du bassin. Le bassin, en gros, ça sert à une chose fondamentalement, c'est attacher les membres à la colonne vertébrale. Donc ça ne sert à rien s'il n'y a pas de membres. C'est en fait un vestige. Chez les mammifères, reparlons des cétacés. Les cétacés sont des mammifères qui ont perdu leurs membres postérieurs. Ils ont toujours leurs membres antérieurs, c'est les nageoires, qui n'ont rien à voir avec des nageoires de poissons, parce que leurs nageoires sont du bricolage à partir d'un membre de mammifère, donc qui est fait exactement comme le vôtre. Mais les membres postérieurs ont été perdus. Donc c'est une simplification. Il y a aussi des restes d'os du bassin, des vestiges, on appelle ça, chez les cétacés, chez les baleines par exemple. Donc la simplification est parfaitement possible. On a plein d'exemples. On a un tas d'exemples d'animaux qui ont perdu leurs yeux, par exemple. Donc, les taupes ont les tout petits yeux qui sont cachés dans la fourrure, qui ne voient pas grand-chose. Elles sont quasi aveugles. Donc c'est un processus en fait où petit à petit, elles perdent leurs yeux. Alors on ne peut pas prédire ce que ça va devenir, mais il est quand même relativement probable que si vous revenez dans 1 million d'années, probablement moins, les taupes, en tout cas certaines espèces, auront totalement perdu leurs yeux. Il y a un tas de poissons et d'animaux cavernicoles qui vivent dans le noir toute l'année, qui ont totalement perdu leurs yeux, ou qui ont encore des yeux, mais qui sont plus fonctionnels du tout. Il y a plein d'exemples. Si vous prenez un groupe de mollusques qui sont les bivalves, c'est-à-dire les moules, les huîtres, les palourdes, etc., c'est des mollusques qui ont perdu leur tête. Ils ont carrément perdu leur tête, rendez-vous compte. Ils ont perdu leur tête. Et chez les parasites, les parasites en général sont des formes qui sont extrêmement simplifiées. Vous connaissez le ver solitaire.
pas de trop près, j'espère, le ver solitaire, c'est un parasite qui a perdu tout son tube digestif. Il n'a pas de tube digestif, il n'a pas de bouche, il n'a pas d'anus, il n'a pas de tube digestif. Et il vit très bien. C'est un exemple de simplification, on en a plein, et en fait, on peut en trouver plein partout. Donc, ça ne va pas non plus du simple vers le compliqué tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que, en fait, l'évolution ne va pas dans une direction privilégiée, il n'y a pas de principe de l'évolution, ça va dans toutes les directions possibles. Et en fait, il n'y a qu'à regarder la biodiversité actuelle, qui encore est qu'un tout petit échantillon de toute la biodiversité qui a vécu sur Terre. On n'a qu'un tout petit pourcentage de tout ce qui a vécu, parce que le reste, ça s'est éteint avant nous. Et on est aussi un petit pourcentage, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui viendront derrière et qu'on ne peut pas prévoir. Ça vous montre un éventail phénoménal de millions de directions dans lesquelles est allée l'évolution. D'accord ? Pour plein de raisons différentes. Mais il ne faut pas voir ça seulement de manière statique, il faut aussi voir ça de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on a plein de directions différentes à un moment donné, mais ces directions, elles sont également changeantes au fur et à mesure du temps. Elles sont pas, une fois que c'est parti dans une direction, ça ne continue pas tout droit, ça change, ça peut varier, et ça c'est imprévisible, pour au moins deux raisons. La première, c'est que si le milieu change, à ce moment-là, les contraintes changent, donc ce qui est avantageux, c'est plus forcément la même chose, donc la sélection va aller dans des directions différentes. Je donne un exemple tout bête, si vous êtes vert, vous ne l'êtes pas, j'espère, mais si vous êtes vert, c'est très pratique pour vous cacher dans les feuilles. Donc, dans un environnement qui est ouvert, c'est très avantageux du point de vue d'échapper à la prédation. Et si on est vert et solitaire? Ça devient un gros problème. Ils ne sont pas verts, en l'occurrence, ils sont tout blancs, ils ne sont pas beaux. Ouais. Si vous vivez dans la neige, être vert, ce n'est pas franchement avantageux. Alors, peut-être vous trouvez cet exemple un peu simpliste, et pourtant, vous l'avez sous les yeux. La région d'où je viens, la Bretagne, son emblème, c'est l'hermine, qui est un mammifère de la famille des loutres, des visons, du furet, du putois, etc. De quelle couleur est l'hermine? Ça dépend du moment de l'année. En hiver, l'hermine, c'est tout blanc. En été, c'est brun. Il y a juste le ventre qui est blanc, mais le dessus et les flancs, ils sont bruns. Et c'est les mêmes individus. Il n'y a pas des individus d'hiver, des individus d'été, c'est les mêmes parce qu'ils vivent plusieurs années. Et pourquoi? Ça, c'est une adaptation. C'est un animal qui, au départ, est originaire de montagne, dans des régions où, en hiver, il y a de la neige. Donc le blanc est sélectionné parce que c'est ce qui permet de mieux se camoufler, en l'occurrence pour aller chercher les proies, pas forcément pour échapper aux prédateurs, alors qu'en été où il n'y a pas de neige, ça vit dans la forêt, à ce moment-là, le brun est plus avantageux. Vous avez un exemple sous les yeux. C'est pour ça que les Bretons, où il n'y a pas de neige, ont mis des hermines brunes sur leur drapeau. C'est plus joli, le blanc. Et alors, c'est pas seulement parce que c'est breton, moins loin, enfin l'hermine, vous l'avez aussi ici, mais il y a plein d'autres exemples, c'est le cas en particulier. Si vous allez dans les Alpes, il y a une espèce de lièvre qui s'appelle le lièvre variable, peut-être vous connaissez, qui est un cousin du lièvre européen que lui on trouve partout. Alors en France, c'est seulement présent dans les Alpes, mais c'est présent dans un tas de régions du monde. C'est pareil, le lièvre variable, en hiver, il est tout blanc, et en été, il est brun. On a 2 mues par an avec des changements de pelage. Donc vous avez un exemple sous les yeux, très concret, un truc aussi simple que la couleur, selon l'environnement, ce n'est pas les mêmes qui sont avantageux. Et il y a un tas d'autres exemples chez les oiseaux ou encore chez les mammifères. Donc ça, c'est une raison, quand le milieu change, les pressions de sélection changent, donc la direction de l'adaptation, elle change aussi. Et puis on a tout un tas de changements qui sont des phénomènes aléatoires, parce que la nouveauté, elle apparaît aléatoirement, donc ça peut partir dans une nouvelle direction. S'il y a un caractère encore plus avantageux qui apparaît par mutation, la sélection va avoir tendance à favoriser celui-là, petit à petit. J'ai parlé tout à l'heure que dans des petites populations, l'effet de l'aléatoire pouvait être très important. Un exemple frappant, c'est ce qui se passe sur les îles, les faunes et les flores insulaires. Les îles qui sont plutôt loin du continent, c'est-à-dire où la probabilité de les coloniser depuis le continent est faible. Qu'est-ce qu'on voit dans les îles? C'est que très souvent, la faune et la flore qu'on a dans ces îles, en grande majorité, elle n'existe pas en dehors de ces îles. Pourquoi? C'est parce que vous avez certains animaux ou certaines graines de plantes, le plus souvent, qui, un peu par hasard, quelques individus ont réussi ou ont échoué, en tout cas ils ont colonisé cette île. Ça faisait des toutes petites populations de départ, où les effets de l'aléatoire étaient très très grands, et où on peut avoir très rapidement plein de nouvelles espèces qui apparaissent, ou de l'adaptation, pas de l'adaptation, mais des directions d'évolution qui sont différentes sur le continent, même si le milieu paraît très semblable au continent. Prenez Madagascar, 80 à 90% de la faune et de la flore de Madagascar n'existent pas en dehors de Madagascar, même si les écosystèmes semblent les mêmes que sur le continent. Ce qui n'est pas vrai, parce que si les animaux sont différents, et les végétaux, ça fait partie de l'écosystème. Donc en vrai, l'écosystème n'est pas vraiment le même. Le grand type, savane, forêt, ça a l'air semblable, mais dans le détail, en vrai, c'est pas la même chose. C'est la même chose en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose aux Galapagos, c'est la même chose en Australie, qui n'est jamais qu'une grande île. Il y a un tas d'espèces de marsupiaux qu'on trouve en fait que en Australie, que dans cette région du monde. Les kangourous, les koalas, les paresseux, les diables de Tasmanie, ça c'est que dans cette région là-bas. Chez nous, c'est que dans les eaux. Là, vous avez un exemple concret
d'effet de l'aléatoire combiné à de la sélection, parce que bien sûr il y a toujours de la sélection, mais dans des petites populations, l'effet de l'aléatoire peut être énorme. Pardon, la multiplicité de tous ces changements me fait me demander, me fait me poser la question de ce que vous appelez, je crois, la nature de la spéciation. Est-ce qu'il est possible, est-ce que les scientifiques s'accordent sur un degré de changement à partir duquel on peut définir qu'il s'agit d'une nouvelle espèce? Est-ce qu'il y a une sorte d'essence des espèces dans cette grande diversité de la faune et de la flore? Non, c'est une définition purement formelle. On dit qu'il y a espèces au sein d'une diversité lorsque les êtres divers, même qui dérivent d'un même ancêtre, cessent d'être interfertiles entre eux. Voilà. Ça, c'est la règle générale. Et il y a quelques exceptions. C'est-à-dire que, par exemple, les chevaux et les ânes, c'est deux espèces, mais il existe une forme d'interfertilité, mais les hybrides sont stériles, c'est-à-dire qu'il y a très rapidement un cul-de-sac. Il y a tous les intermédiaires, donc parfois on parle de quasi-espèces, etc., etc. Mais la règle à retenir, c'est les êtres sont diverses, lorsque pour différentes raisons qu'a très bien expliqué Maxime, cette diversité aboutit à ce qu'il n'y ait plus de reproduction entre des membres de ces lignages différents, alors il y a un phénomène de spéciation. Et comme il n'y a plus d'échange de matériel génétique, car il n'y a plus de reproduction, évidemment la différence s'accroît très rapidement. Voilà ce que c'est, en gros, schématiquement, que la spéciation. On peut discuter de cette notion d'espèce, c'est intéressant. Tu disais, est-ce qu'il y a une essence des espèces? Il n'y a pas ça, c'est une ancienne conception où les espèces existent par essence, c'est-à-dire qu'il y a l'espèce humaine. Et puis on est tous différents parce qu'il y a un peu de variation autour de ce type, c'est aussi ce qu'on appelle le type. Et chaque espèce, en fait, c'est un type, et puis autour, il y a de la variation individuelle. Là, c'est une ancienne conception qui ne vaut plus du tout. L'espèce, on peut le dire très franchement, l'espèce, ça n'existe pas en réalité. En réalité, on a plein d'individus différents et on a des barrières à la reproduction. L'espèce est une catégorie qui est totalement artificielle, qui est créée par l'homme. Vous avez la diversité devant vous, vous ne pouvez pas nommer chaque individu que vous avez devant vous pour appréhender le monde et la diversité phénoménale que vous avez devant vous. Il vous faut faire des catégories, c'est l'origine des classifications. L'espèce, c'est le niveau de base. Pendant longtemps, on a pensé que c'était un niveau qui était naturel, c'est-à-dire qui existait en vrai. En fait, l'espèce, ça n'existe pas, c'est une convention de langage. Et la preuve, c'est que si on se rend compte qu'en fait, on a des individus d'espèces différentes qui arrivent à se reproduire, et qu'en plus, la descendance est féconde, pour le coup, on va dire, non, en fait, c'était pas des espèces différentes, c'est la même espèce. Et on parle de quasi-espèce. On parle de quasi-espèce. Vous connaissez le gros lard? Alors chacun a sa propre, voit quelqu'un différent éventuellement, mais je parle d'un organisme. C'est un croisement, un hybride, entre les grizzlies, donc Amérique du Nord, et les ours polaires, polar bear, d'où le terme gros lard. Avec le réchauffement climatique, les grizzlies, en fait, remontent vers le nord, et avec la fonte des glaces, les ours polaires ont tendance à s'aventurer, il faut chercher de la nourriture, donc un peu en dehors, et ils finissent par se croiser, ce qu'ils ne faisaient pas tellement avant. Alors de loin, ça ne se ressemble pas, ne serait-ce que parce que l'ours polaire il est tout blanc toute l'année, et puis le grizzly il est brun toute l'année. Et en fait, on se rend compte que ça fait des croisements, ça fait des descendants, qu'on appelle les gros lards, et ils sont parfaitement fertiles. Donc ça veut dire finalement ce qu'on appelait deux espèces, c'est pas vraiment deux espèces, c'est plutôt la même espèce. Voilà. C'est une convention de langage. Des fois, on est d'accord, mais c'est amusant de se titiller un peu, ça fait partie du jeu. La même chose, je ne le présenterai pas comme mon ami Maxime. Je dirais, certains croyaient que les ours polaires et les grizzlies faisaient partie de deux espèces différentes, il n'en était rien. C'est une même espèce. Parce que la différence n'a rien à voir avec l'espèce. Un Saint-Bernard et un petit chien, un Saint-Mémé tout minuscule, ils sont terriblement différents. Il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas ensemble, parce que ça créerait des petits problèmes obstétricaux. Enfin, dans un sens. Dans l'autre, non, mais dans un sens, ça créerait des petits problèmes obstétricaux. Mais chacun sait que c'est une même espèce. Évidemment, c'est une même espèce. Donc, il a tout à fait raison, l'espèce est une catégorie qui est relative et qui a été inventée réellement par l'homme, mais ça correspond bien à quelque chose d'important. Le moment à partir duquel, dans cette diversité, il y a des êtres qui, tout à fait indépendamment de leurs différences de forme, de caractéristiques, il y a des êtres qui ne sont pas interfertiles,
alors il est commode de les considérer comme appartenant à des espèces différentes, et il se trouve que, en réalité, le grizzly et l'ours blanc faisaient partie d'une même espèce. Donc pour finir, je vais terminer quand même. Mon message général, c'est qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans l'évolution. Ça part dans toutes les directions possibles. Alors en fait, il faut relativiser ce toutes les directions possibles. L'évolution n'explore pas méticuleusement l'infinité de directions possibles. Il y en a certaines qui sont prises. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que certaines sont prises, mais ça aurait pu être d'autres. Ce qu'on appelle la contingence historique. C'est le fait que les choses se sont produites comme ça, elles auraient pu se produire différemment. Et en fait, vous êtes traversé par la contingence historique, c'est quand vous parlez des hasards de la vie, ou quand vous dites j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas été là, les choses se seraient produites différemment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Si vous réfléchissez, peut-être ça tient, hein, vous avez croisé quelqu'un qui vous a parlé de ça, vous dites tiens, pourquoi pas, je vais venir. Si vous n'aviez pas croisé cette personne, vous ne seriez pas venu. Alors je ne dis pas que ça aura un impact déterminant sur votre vie, mais ça peut en avoir. Pour les gens qui ont un peu de bouteille, comment vous avez rencontré la personne avec laquelle vous avez fait votre vie? Si vous retournez au départ, moi je peux vous dire qu'il y a plein de hasards là-dedans. Et il y avait une multitude de raisons pour lesquelles ça aurait pu ne pas se produire. Et ça, c'est bien un événement qui a eu un impact déterminant sur le reste de votre vie. Comment vous en êtes arrivé à faire le métier que vous faites? Vous dites c'est les hasards de la vie. Ça, c'est de la contingence historique. Les choses auraient très bien pu se produire différemment. Quand vous voyez l'impact que la contingence historique peut avoir à l'échelle de votre propre vie, imaginez l'impact que ça a sur des milliers et des millions de générations. Donc certaines directions sont explorées, ça aurait pu être d'autres, c'est comme ça. Et je vais finir sur une citation d'un paléontologue américain qui est mort maintenant, qui s'appelle Stephen Jay Gould, et je vous encourage à lire ses livres d'histoire naturelle, qui sont passionnants, qui disait qu'en fait, il a beaucoup parlé de ça, la contingence historique. Si on rembobinait le film de la vie, et qu'on le laissait se redérouler, il n'y a aucune raison pour qu'il se passe la même chose. C'est ça la contingence historique. Donc vous avez bien sûr de l'adaptation, vous avez tout un tas de choses, vous avez de l'aléatoire, mais tout ça en fait est bousculé en permanence par la contingence, ce qui fait que finalement, l'évolution prend telle ou telle direction, ça aurait pu en prendre d'autres. Donc mon message principal, c'est qu'il n'y a pas de direction privilégiée dans l'évolution, et vous savez pourquoi, et vous en connaissez les ressorts. Donc je vais quand même un peu laisser la parole maintenant. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire une confidence qui me coûte. Je suis très heureux d'être là, car grâce à Maxime, j'ai tout appris et j'ai tout compris. Je soupçonne que ce soit très faux, mais c'est très aimable. Et je vais vous résumer, pour introduire mon propos, je vais vous résumer ce que j'ai compris. Ce sera le socle sur lequel je développerai la partie spécifique de mon exposé, qui est « Que vient faire l'homme dans tout ça ?» Est-il hors évolution? Et s'il n'est pas hors évolution, comment l'évolution a-t-elle pris en charge l'apparition des homos, des primates du genre Homo, et l'apparition d'Homo sapiens, qui a des caractéristiques dont nous sommes si fiers, les uns et les autres. Donc, Maxime, il nous a dit qu'il y a 3,8 milliards d'années, la vie apparaît, peu importe la manière dont elle apparaisse. Si vous voulez que le bon Dieu l'ait créée, ça ne pose aucun problème. Ou alors, le bon Dieu ne l'a pas créée parce qu'on peut ne pas en faire l'hypothèse. Ce qui est important, c'est que la vie, elle apparaît. Les caractéristiques de la vie, c'est un ensemble qui a quelques propriétés. Ces propriétés sont les suivantes. Il comporte un dedans et un dehors, qui en principe est limité par une frontière, une membrane au niveau de la cellule. Il est capable de se répliquer, de se diviser. Là où il y a un être vivant, il est capable d'en donner deux. Et quand d'un être vivant, il en donne deux, il est capable à la fois de conserver les propriétés globales de l'être vivant initial, mais également de faire apparaître de manière totalement aléatoire des innovations par le processus des mutations. Dès que la vie apparaît, elle se replique
Elle a un dedans et un dehors. Elle est capable de transformer les substances du dehors en les substances du dedans. Quand elle se divise, elle crée à la fois de l'identité et de la différence. Là-dessus, la sélection intervient. Dans cette diversité qui est ainsi engendrée à chaque division, en fonction de l'environnement, elle sélectionne ceux des descendants qui sont capables de se reproduire le plus efficacement. Les autres, progressivement, disparaissent. Il n'y a pas d'autre mécanisme que cela. L'évolution, c'est ça. Vous voyez bien que dans ces mécanismes, engendrer de la diversité est incroyablement avantageux, puisque cela accroît les chances que dans cette diversité, il y en ait une qui soit mieux adaptée à l'environnement. C'est la raison pour laquelle est inventé, rien n'est inventé, est sélectionné, progressivement d'ailleurs, à partir d'il y a 2 milliards d'années, un nouveau type d'engendrement de la diversité qu'on appelle la sexualité. Avant, les êtres, ils se reproduisent par clonage, à l'identique mais avec des mutations. Il y a une cellule qui en donne une fille, ou bien qui en donne 2 par scisparité, etc. Et puis à un moment donné, il y a 2 cellules qui vont se mettre à échanger par différents moyens du matériel génétique, créant ce que l'on appelle la grande loterie de l'hérédité. Et ça, c'est fantastique, évidemment. Vous voyez qu'entre 2 êtres, lorsqu'il n'y a pas de sexualité, il n'y a que les mutations qui peuvent créer de la diversité biologique. À partir du moment où il y a de la sexualité, à chaque génération entre un mâle et une femelle, vous avez une incroyable diversité, diversité sur laquelle peut opérer, de la même manière, la sélection naturelle. Et en fin de compte, c'est pour ça que votre fille est muette. Disons que c'est pour ça que les primates et les hommes apparaissent. L'apparition des hommes par cet intermédiaire est la 2e grande vexation de l'humanité. Je pourrais citer 4 vexations de l'humanité. La première grande vexation de l'humanité, on en a parlé hier, c'est la démonstration de ce que notre Terre, avec l'homme, n'est pas au centre de l'univers, mais autour de nombreux corps célestes, autour du Soleil, un point minuscule dans un univers immense. Nous ne sommes pas au centre de tout. Mais au moins, nous sommes les créatures privilégiées de Dieu à son image. Ça, c'est quand même formidable. Et ça nous permet, même si on est dans une poussière d'étoiles quelque part, ça nous permet d'être assez fiers. Et bien, 2e grande vexation, la théorie de l'évolution nous dit que peut-être que l'apparition de Dieu l'apparition de l'homme était dans la volonté de Dieu, dans l'acte créateur, pour ceux qui croient au ciel, mais on n'est pas obligé d'en faire l'hypothèse. Je ne veux pas réfuter cette hypothèse, ça c'est niveau intérieur, mais on n'est réellement pas du tout obligé de faire cette hypothèse. Donc l'homme, de toute façon, est apparu par un mécanisme évolutif comme tout le reste. Et pour arriver à vous montrer combien cette vexation-là correspond à une révolution conceptuelle incroyable, la Madeleine m'est indispensable. Ça, c'est très fort. Je cherchais comment intégrer la Madeleine depuis tout à l'heure et je n'ai pas réussi. La Madeleine m'est indispensable. Ça vaut le coup de parler en second. Pour ceux qui étaient là hier, je leur avais fait la suggestion. Cette Madeleine est une pâtisserie dont la mémoire peut être indélébile. Proust nous le dit avec tant de talent. Elle est parfaitement adaptée à l'usage qu'on en attend, avoir cette souplesse, ce goût extraordinaire, surtout lorsqu'on l'a trempée dans une tasse de café, qui va laisser un souvenir indélébile. Et de fait, il n'y a pas de problème. La Madeleine a été créée par des humains dans le but que ce soit une pâtisserie délicieuse. Donc,
la raison pour laquelle la madeleine est adaptée à son usage, on le connaît bien. Mais l'homme qui a créé la madeleine, eh ben, pour qu'il arrive, lui, à être aussi prodigieusement inventif, intelligent, qu'il en arrive à créer la madeleine, il faudrait bien que lui aussi ait été créé pour être capable de créer des madeleines. Je savoure la démonstration. Voilà. Eh bien non, justement pas. C'est suite à toute une série de hasards, qui est la suite in fine de cette évolution de Lucas, le premier être vivant, le premier ancêtre commun universel, qu'est apparu un être capable de faire des madeleines. Et c'est ça qui est évidemment bouleversant. Avant la théorie de l'évolution, Darwin est un des grands concepteurs de l'histoire de l'humanité. Grand concepteur. Avant la théorie de l'évolution, et même encore les gens quand ils y réfléchissent, quand ils voyaient un objet, un être, parfaitement adapté à son environnement et à l'usage que l'on en faisait, eh bien, ils étaient conduits à penser qu'une volonté y avait pourvu. Une volonté s'était manifestée pour créer une telle perfection. Darwin vient et il nous dit, quel choc! Il ne dit pas du tout. Pas du tout. Imaginez un système tel que, depuis la nuit des temps, une incroyable diversité de caractéristiques aléatoires surviennent génération après génération, et que chaque fois, en fonction de l'environnement, la sélection garde certaines de ces combinaisons, alors cela peut tout expliquer, y compris l'homme capable de faire des madeleines. C'est vraiment révolutionnaire. Une des grandes révolutions conceptuelles en science et dans l'esprit humain des 2 derniers siècles, c'est le darwinisme. Voilà, il faut vraiment comprendre ce phénomène. Il est d'une extraordinaire importance. Bon, on va revenir maintenant à... Si je peux rajouter un tout petit chose, c'est un point qui était très très clivant, y compris dans les gens très proches de Darwin, qui ont défendu le darwinisme. Le darwinisme, ce n'est pas seulement la sélection, c'est tout un tas de choses. Dans les gens très proches de lui, qui ont défendu sa théorie, certains refusaient d'inclure l'homme dans le processus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très clivant, plus du tout pour les scientifiques d'aujourd'hui, mais qui à l'époque, avec toutes les conceptions qu'on avait, qui étaient beaucoup plus marquées sur la place de l'homme dans le monde, c'était quelque chose qui était extrêmement clivant, il n'était pas du tout facile de faire ce pas, d'aller vers l'inclusion de l'homme dans le processus évolutif. Pour ceux, dans le détail, pour ceux qui ont feuilleté un peu dans le programme, on cite Victor Hugo dans La Légende des siècles et sa réaction justement à l'apparition du darwinisme. Quelques vers, et quand un grave anglais correct, bien mis, beau linge, me dit « Dieu t'a fait homme et moi je te fais singe, rends-toi digne à présent d'une telle faveur, cette promotion me laisse un peu songeur. » Mais justement, les singes, revenons-y. Donc nous sommes des primates. Je vais faire un rappel de ce qui est connu de l'évolution au sein des primates. Donc ça n'est pas sujet à discussion. L'homme est un animal, appartient au monde animal, et plutôt que de parler des animaux et des hommes, il faudrait parler des animaux humains et des animaux non humains, bien plus nombreux que les animaux humains, mais nous appartenons au monde animal. Et nous sommes des primates, et nous sommes des primates catarrhiniens particuliers. Les primates apparaissent dans l'évolution dont a parlé Maxime il y a environ 50 millions d'années. Ces primates sont nombreux et dans les descendants, par le mécanisme de l'évolution, apparaît progressivement d'ancêtres communs différents primates qui vivent encore. Ces ancêtres communs vont donner un primate qui s'en est différencié il y a environ 13 millions d'années, qui sont les orang-outans. Les orang-outans qui vivent en Indonésie, à Bornéo surtout, il n'y en a plus beaucoup à Java, et c'est un désastre que la culture des palmiers à huile, parce que cela entraîne à véritablement détruire l'habitat normal de ces animaux exceptionnels, extraordinaires, ce sont des animaux extraordinaires. Et puis, autre séparation, les primates qui vont donner, en Afrique, les gorilles. Ça se passe il y a environ
10 millions d'années. Autre évolution, il y a 6-7 millions d'années, il y a un autre embranchement qui va donner les chimpanzés de taille normale ou les chimpanzés nains, les bonobos. C'est à peu près pareil. Et puis, ensuite, autre division et autre apparition. L'Australopithèque, Lucie, va apparaître il y a 4 millions, 3 millions 500 000 ans. Puis, enfin, on va aboutir, il y a encore d'autres intermédiaires, mais enfin, on va aboutir, pas du tout comme descendant de Lucie, mais sans doute comme se détachant du tronc commun, on va aboutir aux premiers homos. Les premiers homos, on va faire simple, on va dire que c'est Homo erectus, il y a tout plein maintenant d'appellations, de différenciation, c'est Homo erectus. Homo erectus apparaît il y a 2 millions d'années. Il apparaît, selon toute évidence, en Afrique. Mais il y a encore un petit doute quant à la rapidité de son apparition en Asie, et est-il apparu également en Asie en même temps? Ça, c'est quelque chose qui continue d'être un tout petit peu discuté. Mais on va faire l'hypothèse que Homo erectus apparaît effectivement en Afrique. Homo erectus conquiert le monde, il conquiert totalement le monde, et là, dans différents endroits du monde, il va se différencier. Homo erectus, qui s'est établi en particulier au Proche-Orient et en Europe, va donner un embranchement au très gros cerveau, on va revenir sur le volume cérébral, qui s'appelle l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal se détache des Homo erectus qui ont commencé à conquérir le monde il y a 1 800 000 ans, en Europe et au Moyen-Orient. Et puis en Afrique, et ce n'est pas du tout une évolution de l'homme de Néandertal, apparaît un autre rameau venant d'Erectus, il y a 200 000 ans, et ce rameau, c'est Homo sapiens. Et Homo sapiens, à nouveau, d'abord il va rester en Afrique, et puis il va arriver au Moyen-Orient. Il est au Moyen-Orient il y a 100 000 ans, 70 000 ans, et à partir d'il y a 70 000 ans, après quelques tentatives infructueuses, il va se mettre à conquérir le monde. Au Moyen-Orient et en Europe, quoiqu'ils ne doivent pas se trouver beaux les uns les autres, il est probable que des messieurs et des dames Néandertal et Sapiens s'accouplent. C'est hautement probable, quand on regarde l'ADN aujourd'hui des Sapiens et ce que l'on connaît de l'ADN des Néandertal, on a beaucoup d'indications pour l'imaginer. Mais ça n'a pas une très importante descendance. La part de Néandertal dans le génome de Sapiens aujourd'hui est tout à fait minuscule. Et c'est à peu près la fin de l'histoire. Retenez bien, en gros, ce canevas. Quand vous regardez l'évolution de la taille du cerveau, l'intelligence n'est pas directement proportionnelle à la taille du cerveau, mais il n'empêche que, évidemment, avec un gros cerveau, c'est plus facile de développer une grande diversité de capacités mentales qu'avec un tout petit cerveau. Donc, ça donne une première indication. Quand vous regardez la taille du cerveau des primates hominidés, à partir de l'orang-outan, du gorille, des chimpanzés, etc. Donc, il y a environ 13 millions d'années. Jusqu'à Australopithèque, il y a 3,5 millions d'années. Le cerveau, il garde à peu près la même taille comparé au poids du corps. Évidemment, les gros animaux, les gros primates ont un plus gros cerveau que les petits primates, mais rapporté au poids du corps, c'est à peu près kiff-kiff bourricot. Et c'est aux alentours de 450 cm3, 450 millilitres. Et puis alors là, il y a 3 500 000 ans, un phénomène évolutif d'une incroyable rapidité, inouïe, qu'on n'a quasiment jamais vu. Le cerveau, en 3 500 000 ans, va tripler de volume.
il va tripler de volume pour atteindre 1,3 litre chez Néandertal, mais Néandertal était plus volumineux que nous, et chez nous, autour de 1,2 litre, 1,250 litre, etc., etc. Et là, immédiatement, ça pose une question. La raison pour laquelle j'ai commencé à vous rappeler quels étaient les principes de l'évolution, c'est que pour un biologiste, il y a comme ça des citations fondamentales. Il y a une citation fondamentale, qui est la règle d'or de tout biologiste. On la doit à un lituanien naturalisé américain qui s'appelle Theodosius Dobzhansky. Theodosius Dobzhansky a dit « Dans le champ du vivant, rien n'a de signification si ce n'est en regard de l'évolution. » Retenez ça. Vous ne devriez retenir qu'une chose, vous devriez retenir cela. Dans le champ du vivant, rien n'a de signification si ce n'est en regard de l'évolution. Et par conséquent, la question qui est posée, c'est quel est le mécanisme évolutif de cette extraordinaire rapidité d'évolution du volume crânien des primates à partir d'il y a 3 500 000 ans, et on va dire des homos. Homo erectus a un cerveau aux alentours, les premiers aux alentours de Homo habilis, un cerveau de l'ordre de 550-600 millilitres, Homo erectus de 800-850 millilitres, et puis on arrive par conséquent à Homo sapiens et l'homme de Néandertal avec ses très gros cerveaux. Et on a toutes les raisons de penser que, et la démonstration d'ailleurs, que parallèlement à cette taille du cerveau, les aptitudes mentales progressent. Et d'ailleurs, la première démonstration que les aptitudes mentales progressent, ce sont les outils. On parle de primates du genre Homo à partir du moment où ils se mettent à perfectionner leurs outils. Je dis perfectionner parce qu'en réalité, il y a des primates, et même il y a des oiseaux, qui sont capables d'utiliser des outils. Des primates utilisent couramment des bâtons pour fouiller une termitière, pour aller trouver du miel, chercher du miel, etc., etc. Ils savent utiliser des pierres pour casser une noix, par exemple. Des oiseaux de la famille des corvidés, les geais de Nouvelle-Calédonie, sont capables, si vous leur mettez comme ça un flacon avec dedans un verre, vous ouvrez le flacon et à côté il y a une tige malléable, sont capables de prendre la tige, de courber en hameçon le bout de la tige, de prendre la tige à l'autre bout avec le bec et d'aller pêcher le verre. Donc, voilà. Le geais de Nouvelle-Calédonie, la corneille de Nouvelle-Calédonie, est capable d'inventer des outils, mais il ne les perfectionne pas. Ça, c'est d'une extraordinaire stabilité, alors que quand on regarde l'art lithique, l'art des premiers outils de pierre, les haches en pierre taillée, puis bien longtemps après polies, on voit que progressivement, il s'améliore. Donc le premier homme, c'est Homo habilis, c'est pour ça, il est habile, et puis il crée des outils, et ça, c'est la démonstration de l'augmentation de ses capacités mentales. Alors, à ce stade, la question est, qu'est-ce qui a constitué un avantage sélectif extraordinairement fort pour expliquer la rapidité de cette évolution? Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on va dire, est raisonnablement vrai. C'est-à-dire que les scientifiques arrivent à se retrouver, vont objecter tel ou tel point, mais arrivent à se retrouver sur le résumé que j'ai fait. Maintenant, à ce stade, on est obligé d'entrer dans le domaine des hypothèses. Mais pour qu'une hypothèse vale la peine d'être présentée, détaillée, devant une assistance aussi exigeante, aussi brillante que la vôtre, il faut qu'elle soit heuristique, c'est-à-dire qu'elle aide à la construction de la pensée. Considérons deux êtres exceptionnels. Je vais prendre un petit félin, Félix le chat, et puis Maxime. Mon chat s'appelle Félix. Déformation professionnelle. Félix le chat est un être vraiment tout à fait exceptionnel. Je vais vous raconter un peu une tranche de la vie de Félix.
Dimanche, Félix dort là, dans un rayon de lumière à l'entrée de la grange, à point fermé, il ronfle presque. Voyant cela, une souris s'est enhardie, elle sort, tac, il la chope, il s'en joue et il la croque. Le lundi, le chenapan recommence avec un petit oiseau. Le mardi n'est pas un bon jour pour Félix. Il y a un gigantesque chien qui lui veut du mal, qui lui court après. Affolé, Félix s'en va, mais lui, il s'est grimpé aux arbres, il monte aux arbres très haut, il va sur une branche gracile, et là, le chien, il peut s'époumoner en bas, rien à faire. Félix est sauvé, mais une tempête se lève, un orage. L'arbre se met à être agité dans tous les sens. Paf! Félix choit de haut, mais il retombe souplement sur ses 4 membres, il ne se fait aucun mal. Félix est un animal exceptionnel, remarquable. Comment peut-on améliorer les performances, l'adaptation de Félix? On va faire une hypothèse. Félix n'a pas du tout à faire l'hypothèse que celui qui a boulotté la souris, puis l'oiseau, qui a échappé au chien, puis est retombé sur ses pattes, est un seul et même maître, lui, Félix, le chat. Félix n'a pas du tout de raison d'avoir conscience de lui. Et d'ailleurs, selon tous les tests que l'on peut établir, Félix n'a pas conscience de l'unicité de son être. Il s'adapte à l'instant, parfaitement. Imaginons que chez un primate de nos ancêtres, une innovation biologique, une mutation, est aboutie à ce que la prolifération, la division des neurones, du fait de la sécrétion d'un facteur de croissance des neurones, soit accrue, augmentant le volume du cerveau. Avoir un gros cerveau, ce n'est pas forcément avantageux. Mais si, grâce à ce cerveau plus gros, à ce nombre de neurones accrus, à ce nombre de connexions neuronales accrues, il est capable de gagner une nouvelle capacité, telle que l'amélioration de sa capacité à entrevoir l'avenir. Alors là, ça va être très avantageux. Félix le chat, il ne se soucie pas du lendemain. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'a aucune idée de ce qu'il fera le lendemain. Il ne fait pas de plan sur la comète. Il y a quelques animaux qui commencent à faire des plans sur la comète, notamment des corvidés. Mais Félix le chat, vraiment pas du tout. Alors que Maxime, il ne cesse. Il a une belle carrière à Rennes 1. Il va très bientôt, et c'est mérité, être professeur. Il fait des plans sur ses enfants. Il choisit une stratégie. Mais ça, c'est très avantageux. Parce que Félix le chat, il échappe au danger de l'instant, ce qui lui permet d'être pas mort et de se reproduire. Voilà, c'est formidable. Mais si en plus, Maxime fait comme Félix, c'est-à-dire arrive à tout en moins bien quand même. À la fois les souris montées aux arbres, tout en moins bien. Déjouer les dangers du présent, mais se mettre à se préparer au péril de l'avenir, à tracer un itinéraire pour survivre, pour séduire, pour se reproduire, alors ça c'est un avantage tout à fait considérable. Par conséquent, si à l'occasion d'une augmentation du nombre de neurones, parmi ces nouvelles capacités, il y a comme capacité la capacité d'améliorer beaucoup, l'aptitude à user des souvenirs pour en déduire une ligne de conduite, faire un projet et l'inscrire dans son futur. Ça, c'est un avantage sélectif. Et il a toutes les raisons d'avoir été sélectionné. Si on fait une telle hypothèse, c'est assez avantageux parce qu'elle est éminemment heuristique. Pour que je puisse me servir des souvenirs et de l'expérience passée, pour en déduire mon plan
d'action pour l'avenir. Il faut évidemment que j'ai fait le lien entre l'homo que j'ai été dans le temps, celui que je suis aujourd'hui et celui que je serai demain. C'est-à-dire que cette capacité implique la conscience de soi, obligatoirement. La conscience de soi n'est nullement un avantage sélectif. Mais en revanche, elle est une conséquence logique d'une innovation qui, elle, entraîne un avantage sélectif, par exemple, l'aptitude à voir dans l'avenir. Et puis, les conséquences sont multiples. Si je dois imaginer un plan pour l'avenir, évidemment, le plan pour l'avenir, ça va être pour me reproduire demain, et donc ne pas mourir, manger, etc., etc. Mais des fois, c'est compliqué. Il y a plusieurs solutions, plusieurs démarches que je peux suivre, et je ne sais pas laquelle est la plus avantageuse, la moins avantageuse. Il faut faire un choix. Le choix, c'est la liberté. Et l'aptitude, à un moment donné, à faire un choix entre des options à peu près équivalentes, induit également la création d'un espace pour le libre arbitre, pour quelque chose de vague, de compliqué d'un point de vue philosophique qu'on va appeler la liberté. Mieux même, je ne sais pas quoi faire demain. Je considère qu'il y a autant d'avantages à choisir le plan A ou le plan B, comme on dit aujourd'hui. Éventuellement, en me servant d'éléments nombreux, liés à mon passé, à mon interaction avec les autres, je vais y revenir, eh bien, je vais choisir ce qui convient le mieux, ce qui convient le mieux. L'aptitude en dehors de ce qui est le plus dans mon intérêt à ce qui convient le mieux, c'est l'ouverture d'un espace où peut s'insérer la pensée morale. Voilà. Maintenant, allons plus loin. Imaginons que Maxime, à Dieu ne plaise, il y a là sa maman, son papa, et ils l'ont élevé, vous voyez, à la perfection pour en faire un maître aussi brillant. Imaginons qu'hélas, tous les deux aient été emportés par une catastrophe épouvantable, et que le petit Maxime, vagissant, voué à une mort certaine, le reste de l'humanité a disparu, soit pris en charge par quelques chiennes et chiens errants qui, eux, ont survécu. Et il est élevé par eux. Il est un enfant sauvage, comme Victor de l'Aveyron, comme les petites filles bengalis que l'on a trouvées en 1920, etc., etc. Eh bien, le très remarquable Maxime ne le serait pas remarquable. Il aurait un retard mental considérable, irréversible, tout simplement parce que les conditions sine qua non pour que les potentialités génétiques et notamment les propriétés de notre cerveau nous permettent de développer ces capacités mentales, c'est qu'elles aient pu se développer dans le flux humanisant d'une société humaine. C'est absolument essentiel. Il y a une dame ici avec un joli corsage jaune et rouge. Je la vois, elle est en train d'écrire. Regardez-moi, madame. Imaginons, vous voyez, les autres, je les fais disparaître. Hein. Ils n'ont aucun intérêt. Je vous regarde. Vous et moi, nous sommes seuls. Sur Terre. Sur Terre, il n'y a que vous et moi. Mais jamais nous ne nous sommes vus. Et donc, nous sommes, comme serait Maxime, élevés par des chiennes et des chiens errants après la disparition de l'humanité. Mais ne voilà-t-il pas qu'au détour d'un chemin, je vous vois, madame, vous me voyez. Et alors, dans vos yeux brillants et si beaux, pour la première fois, j'arrive à percevoir mon humanité parce que vous me percevez comme tel. Et vous, dans mes yeux, miroir déformant, mais miroir quand même, vous vous percevez également. Vous allez m'apporter ce qui est nécessaire au développement de mon esprit. Et je vais vous apporter ce qui est nécessaire au développement de votre esprit.
Ça veut dire que tout ce qui va faciliter notre interaction positive, si vous m'êtes tellement indispensable, si je vous suis tellement indispensable, je suis amené à considérer que vous êtes tout à fait en droit de vous revendiquer des droits que je réclame pour moi, et réciproquement. Eh bien, les caractéristiques génétiques de mon esprit, qui vont faciliter l'interaction humanisante, vont également être sélectionnées. Et ce phénomène, c'est ce que l'on appelle la coévolution gène-culture. Il n'y a pas d'accession à l'humanité en dehors de la société, une société humanisante, et par conséquent, les modifications socialisantes de l'ADN, qui sont totalement neutres, à part en société, puisqu'ils permettent cette interaction qui va permettre de croître et de développer nos capacités mentales. À partir d'un moment donné, l'évolution purement biologique va être remplacée par une évolution qui va être une évolution à la fois biologique et culturelle. Et puis, à un stade, l'évolution ne va plus être que culturelle. Quand je dis évolution que culturelle, je vais y revenir, ça ne veut pas dire que l'évolution n'intervient plus dans l'humanité. Mais souvent la question se pose. Dans un monde qui est de plus en plus technicisé, où les connaissances sont de plus en plus grandes, est-ce que l'interaction avec ce corpus de connaissances, de concepts, une société exigeante, très intellectuelle, aboutit à l'amélioration des capacités cérébrales de l'homme, d'Homo? Grande question, et là encore, qui est à la base de beaucoup de débats, et notamment autour des concepts du racisme, de l'inégalité entre les êtres, etc. Eh bien, on ne sait pas trop, mais la réponse est peut-être négative. En tout cas, il y a une chose que l'on sait. Prenez Homo sapiens, qui s'est retrouvé en Ardèche et qui s'est mis à peindre les parois de la grotte Chauvet, il y a 36 000 ans, pour les premières peintures. Vous regardez, la peinture et l'art, c'est l'apothéose de l'esprit humain. Parce qu'il faut un esprit capable de transformer une vision en totale maîtrise de la main, qui va essayer de reproduire ce que l'esprit lui a présenté et d'en ressentir un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. D'un point de vue élémentaire, il n'y a pas d'élément plus démonstratif de la richesse de l'esprit humain que cela. Bien, quand on regarde, par exemple, la frise des chevaux de la grotte Chauvet, de taille décroissante à mesure que l'on va derrière, cela donne l'impression de la course et de la perspective. On voit le combat formidable des rhinocéros, dont les cornes s'entrechoquent. On croit voir une étincelle de ces cornes qui s'entrechoquent. C'est d'une beauté à couper le souffle, alors que le concept de beauté n'existe évidemment pas chez l'homme Homo sapiens de l'époque. Évidemment pas. Les Aurignaciens étaient ces Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon de l'époque. Évidemment pas. Ça n'est pas moins beau que la jeune fille à la perle de Vermeer. Et donc, en tout cas, on a toutes les raisons de penser que il y a 36 000 ans, l'homme était aussi intelligent que maintenant. Pour quelle raison l'évolution n'a-t-elle pas amélioré les capacités de l'esprit humain, puisque, par ailleurs, il a à connaître d'un monde de plus en plus riche? Ben, si vous m'avez bien écouté, si vous avez bien écouté Maxime, et si vous m'avez bien écouté, vous êtes capable de répondre. Sur quoi agit l'évolution? Sur une seule chose, l'aptitude à se reproduire. Or, aujourd'hui, ça a joué naturellement, mais aujourd'hui, être brillamment et très intelligent ne donne aucun avantage reproductif.
Strictement aucun. Et par conséquent, globalement, les mécanismes de l'évolution sont neutres en ce qui concerne les capacités intellectuelles propres, dont on a toutes les raisons de penser qu'elles ont été relativement stables, très rapidement, dans l'évolution d'Homo sapiens. Avant qu'Homo sapiens ne se mette à peindre les murs de la grotte Chauvet, eh bien, comme dirait M. de la Palisse, il ne les a pas peints. Et il n'y a pas d'œuvre aussi belle. Les premières formes d'apparition de l'art datent d'il y a 70 000 ans, 60 000 ans, 70 000 ans. À quoi cela est dû? Est-ce qu'une mutation génétique est apparue chez Homo sapiens, lui conférant l'aptitude de la création artistique? Certains le prétendent, et notamment les racistes le prétendent, en disant, ben voilà, oui, toutes les races humaines appartiennent à l'espèce humaine, sont interféconds, mais il y a des mutations qui ont rendu certains plus intelligents que d'autres. Ça reste très très actif. Vous entendriez Laurent Alexandre ici vous parler d'intelligence artificielle, il vous dirait à peu près ça. Il ne connaît pas grand-chose à la génétique, mais enfin, il vous dirait à peu près ça. Reprenons l'accessoire indispensable de la démonstration de la Madeleine. La Madeleine, voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps les madeleines peuvent être produites comme cela. Mais j'imagine que le si brillant Aurignacien qui a peint la grotte Chauvet ne savait pas faire de madeleine. Il ne savait pas. Et puis à un moment donné, l'homme a su faire des madeleines. Et je n'ai pas à supposer que le gène de la fabrication de la madeleine savoureuse est un produit de l'évolution génétique. Non, c'est un typique mécanisme d'évolution culturelle. Évolution biologique, coévolution esprit-gène et évolution culturelle ou évolution civilisationnelle. Pour vous donner une idée de ce qu'est cette évolution civilisationnelle aboutissant d'un seul coup à une innovation, la meilleure image que je puisse prendre, et là encore je vais me référer aux physiciens, c'est l'image de la masse critique. La masse critique est le phénomène par lequel, quand vous mettez ensemble de la matière fissile, cette matière fissible comporte des désintégrations, et chacune des désintégrations, c'est comme les rayons solaires sur l'ADN, provoque des désintégrations. Et quand la masse est d'un certain poids, le phénomène s'amplifie, on le comprend bien, et ça finit par péter. Et c'est comme ça qu'on fait une bombe atomique. Eh bien, il existe également une masse critique civilisationnelle. Prenez compte, considérez. Premiers outils en pierre, 2 millions d'années. Entre 2 millions d'années et 800 000 ans et même 500 000 ans, des améliorations, mais très, 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 très lentes. Et puis ça s'accélère, très rapidement. Quoique la taille de la pierre reste la technique utilisée, les outils sont de plus en plus symétriques, de plus en plus parfaits. Ils permettent de faire un nombre croissant de choses. On verra même apparaître dans la région du Grand et du Petit Pressigny en Touraine une technique incroyable, où par éclat de silex, on arrive à faire des lames jusqu'à 50 et 70 cm de long, qui est l'industrie pressignienne. Et puis ensuite, on aura des arcs et des flèches, on aura des mousquets, on aura des avions, on aura... etc., etc. Une accélération totalement incroyable. C'est lié au fait que la culture, par le mécanisme que je vous ai dit, eh bien, elle augmente les capacités mentales. Sans modification biologique maintenant. Et ces capacités mentales améliorées, eh bien, vont produire plus de culture, qui vont plus améliorer les capacités mentales. Ça, c'est progressif, mais ça s'accélère forcément. La dynamique est que ça s'accélère. Et à un moment donné, la masse critique culturelle, l'art est né. Sans qu'il faille supposer qu'une modification génétique y a pourvu.
Je vais aborder maintenant des questions de l'évolution à proprement parler dans le monde d'aujourd'hui. Et alors, le professeur Kahn nous a dit que l'évolution ne jouait plus de rôle, que l'homme, certes, était sans doute un produit de l'évolution, mais qu'elle avait cessé d'agir. Ce n'est pas vrai du tout. L'évolution est en action chez nous. Elle est en action. Je vais vous donner un très bel exemple qui est trop connu. Jadis, il y a encore quelques siècles et parfois quelques dizaines d'années, la famine était plus fréquente que l'abondance. Les années de vaches maigres étaient plus fréquentes que les années de vaches grasses. Pour que les lignages humains se perpétuent, puisque la seule technique de l'évolution est d'agir sur la reproduction, il fallait que l'on continuât de se reproduire, même les années de vaches maigres. Et donc, les gènes qui permettent de faire de la chair et du gras avec tout ont été sélectionnés. C'était les bons gènes. Ça permettait notamment aux femmes, malgré une alimentation carencée, défectueuse, d'avoir assez de graisse pour faire du lait, nourrir les enfants, leur permettant de ne pas mourir. Dans certains cas, partout dans le monde, mais notamment dans certains cas, on est passé de ce système brutalement à la génération drugstore, celle de l'abondance et du surplus alimentaire, de l'alimentation moderne. Les exemples typiques, c'est effectivement des civilisations qui ont connu cela presque d'une année sur l'autre. Prenez l'île de Nauru, qui est Nauru, qui aujourd'hui est indépendante, qui a été administrée longtemps par l'Australie et qui était sous domination japonaise. Sous domination japonaise, la vie était horriblement difficile. Et donc, tous les gènes permettant de faire du gras avec tout ont été sélectionnés. Le Japon a été vaincu. Les Américains ont débarqué, puis les Australiens. L'abondance s'est répandue. Immédiatement, ces bons gènes de l'île de Nauru sont devenus les gènes de l'obésité. Et une obésité épidémique, effroyable, a commencé de se développer. Effroyable. Eh bien, au fil des siècles, les grands obèses faisant moins d'enfants que les autres, l'obésité, par le mécanisme de l'évolution, va régresser. La raison pour laquelle, aux États-Unis, l'obésité intéresse encore plus les populations d'origine africaine, afro-américaine, que les populations d'origine européenne, c'est que la transition de la société de carence à la société d'abondance a été beaucoup plus rapide chez les Afro-Américains que chez les Européens, naturellement. Et donc, pour cette raison-là, l'adaptation dont a parlé Maxime a eu beaucoup moins de temps de se dérouler. De la même manière, l'évolution explique de grandes maladies humaines. Il existe une maladie que vous connaissez naturellement, qui sont les anomalies de l'hémoglobine. L'hémoglobine est insoluble, précipite, donnant l'anémie falciforme, ou alors elle est anormale, elle est synthétisée en quantité insuffisante, la protéine globine est synthétisée en quantité insuffisante, c'est la thalassémie, etc. Or, quand on regarde, ce sont des maladies que l'on trouve en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans les pays méditerranéens et pas dans les pays du Nord. Pourquoi ? Ben, c'est simple. Rien n'a de signification au plan du vivant, si ce n'est en regard de l'évolution. Et donc, l'évolution l'explique. Là où ces maladies de l'hémoglobine sont fréquentes, c'est dans toutes les régions impaludées, où le paludisme sévissait. Or, ces gènes de maladies de l'hémoglobine, on peut les avoir en une copie ou en deux copies, puisque tous nos gènes sont en double copie, une copie venant du père et l'autre copie venant de la mère. Certes, quand on a deux mauvaises copies, l'une du père et l'autre de la mère, on est très malade et c'est toujours désavantageux. Mais quand on a une seule copie thalassémique ou bien drépanocytaire, alors les globules rouges, et l'expérience a été faite, résistent mieux au paludisme.
l'agent, le parasite du paludisme détruit les globules rouges. Les globules rouges parasités d'anémie falciforme et thalassémique sont moins détruits que les autres. Et donc, évidemment, dans toutes les régions impaludées, avoir un trait thalassémique ou un trait drépanocytaire a été un avantage. Autre exemple, une autre maladie que vous connaissez bien, la mucoviscidose. Vous savez, cette maladie effroyable qui crée un mucus extrêmement épais et donc un encombrement des bronches, une surinfection, une destruction des bronches. Chez les petits-enfants, le méconium qui est très compact, qui crée des bouchons et qui crée l'iléus méconial, comme on dit. Maladie extrêmement grave. À quoi est-elle due, cette maladie? Elle est liée à l'anomalie d'un canal qui permet de faire sortir le chlore, c'est-à-dire, on va dire, d'extraire le sel. Le sel, ClNa, chlore et sodium. C'est ça le sel de cuisine. Évidemment, avoir une mutation venant du père et de la mère, c'est très mauvais parce qu'on a ce mucus qui est extrêmement difficile à évacuer et qui crée des infections, des obstructions, etc. Mais dans les régions où la mortalité par diarrhée infectieuse, perte de sel, sévissait et était responsable d'une effroyable mortalité infantile, eh bien, excréter moins de sel à protéger les enfants. Voyez-vous? Et donc, c'est la raison pour laquelle ce trait, cette mutation, cause de la mucoviscidose, a pu être sélectionné. Et cela est vrai pour de très nombreuses maladies humaines. Je terminerai par... Avant de terminer sur les maladies, j'en profiterai bien pour dire un mot sur le scorbut, parce que c'est aussi une maladie qui permet de parler d'évolution, c'est un exemple magnifique. Donc le scorbut, c'est une carence en vitamine C, qui est, les marins connaissaient bien, mais pas que les marins, à terre, ça pouvait sévir aussi. Et c'est mortel, c'est potentiellement mortel. Alors c'est magnifique comme histoire d'évolution, en particulier chez les mammifères, chez les primates et chez les hommes. Il faut parler des yeux un peu. Ancestralement, chez les vertébrés, je vais essayer d'aller vite, il y a dans votre œil les récepteurs à la lumière qui permettent de voir les couleurs, c'est les cônes. Et ancestralement, chez les vertébrés, il y a 4 types de cônes. 3 qui voient dans les couleurs du visible, qu'on voit aussi nous, et 1 qui voit dans l'ultraviolet, ou des couleurs qui nous sont totalement inaccessibles. Donc, en gros, chez les poissons, il y a ces 4 types de cônes. Chez les amphibiens, on les trouve. Chez les reptiles, on les trouve. Chez les oiseaux, on les trouve. Les mammifères, en général, ont perdu 2 de ces 4 types de cônes, dont celui qui voit dans l'ultraviolet. Pourquoi ils les ont perdus? Parce que l'ancêtre des mammifères, qui globalement ressemblait à une musaraigne, était nocturne. Donc, les avoir perdus, voir les couleurs dans la nuit, ça ne sert pas à grand-chose. Il se trouve que, par mutation, la capacité à produire ces cônes a été perdue. Elle n'a pas été retrouvée. Alors, est-ce parce que ça a été sélectionné, parce que ça permettait d'économiser de l'énergie qui pouvait être mise ailleurs? C'est une hypothèse. Il y a peut-être aussi que, comme ça ne procurait pas de désavantages, il n'y a rien qui allait contre cette perte. L'ancêtre des mammifères nocturnes, qui n'avait pas besoin de voir ça, n'a pas retrouvé ces cônes, 2 types de cônes. C'est ce qu'on appelle le dichromatisme, voire 2 types de couleurs seulement. Quand on regarde dans les mammifères, à quelques exceptions près, il y a un groupe de mammifères qui n'a pas 2, mais 3 types de cônes. C'est les primates, et en particulier ce qu'on appelle les primates de l'ancien monde, c'est-à-dire les primates africains, et évidemment nous aussi. Il y a 3 types de cônes, chez ceux-là, pas chez les autres primates. Le 3e étant aussi dans le visible. Comment on explique l'apparition de ce 3e type de cône, qui n'est pas la résurgence d'un qui avait disparu, c'est un nouveau qui est apparu par mutation aussi. Ça a été sélectionné parce que les primates, essentiellement, sont des frugivores, ils mangent des fruits. Et que ce 3e type de cône, qui voit dans le rouge, permettait de faire la différence entre les fruits qui, globalement, quand ils sont mûrs, sont plutôt rouges-orangés, les repérer mieux dans les feuillages qui sont verts, et ça permettait de faire la différence entre les fruits qui sont mûrs et les fruits qui ne sont pas mûrs. Donc ce régime frugivore a en fait sélectionné ce 3e type de cône qui s'est développé, et donc chez ces primates-là, on a 3 types de cônes, c'est comme ça qu'on l'explique. Ce qui est magnifique quand on regarde chez ces primates-là, en particulier chez l'homme, et c'est là que j'en viens au scorbut, c'est que dans les fruits, vous savez, il y a plein de vitamine C. C'est pour ça qu'on vous encourage à manger plein de fruits, c'est pour avoir de la vitamine C. Mais c'est marrant parce que tous les mammifères, ils savent faire de la vitamine C. Tous, sauf les primates en question. Parce que là encore, on a eu une perte. Les apports en vitamine C dans les fruits
qui était la base de la nourriture de ces primates, était tellement important que quand a été perdue aléatoirement, par mutation, la capacité à produire soi-même la vitamine C, elle n'a pas été contre-sélectionnée. Donc le scorbut est une maladie qui n'existe que chez ces primates-là, et qu'on explique par l'évolution, la perte d'un caractère, on peut dire la simplification, 4 cônes, 2 cônes, c'est une simplification, comme quoi on peut aller du compliqué au simple si on veut, et ensuite réapparition d'un type de cône, ça a été sélectionné selon le régime alimentaire, ça entraîne ce que j'appelais un effet secondaire, qui est la perte de la capacité de faire la vitamine C, mais ce n'est pas un problème vu qu'il y en a assez dans les fruits, sauf que quand on a un régime alimentaire qui n'est plus autant à base de fruits, ça commence à poser un problème, et c'est l'apparition du scorbut. Messieurs, je crains devoir vous demander... Attendez, je vais conclure. Voilà, mais c'est une merveilleuse transition. Oui. C'est une merveilleuse transition, puisque Maxime, de manière exceptionnelle, vous a indiqué ce que faisait l'évolution. Pourquoi l'évolution n'a-t-elle pas maintenu la capacité de fabriquer de la vitamine C? C'est qu'il n'y en avait pas besoin. Donc chez l'homme qui mangeait des fruits, la disparition n'a pas été désavantageuse. C'est la même raison qui explique que les poissons dans les abysses où il n'y a aucune lumière, aujourd'hui, ou bien rapidement, les taupes qui vivent dans la nuit, vont perdre les yeux. C'est que pour maintenir des yeux, pour maintenir une capacité à fabriquer de la vitamine C, eh ben c'est du boulot. C'est du boulot. En permanence, il y a des mutations. Vous avez dit, elles sont aléatoires. En permanence. À chaque fois que des mutations auraient comme résultat de rendre aveugle, ou alors auraient comme résultat d'abolir la fabrication de vitamine C, si on voulait que tout cela soit conservé, il faudrait le réparer. Et la réparation de l'ADN, ça demande beaucoup d'efforts, ça consomme beaucoup d'énergie. Et cette énergie qui est consommée pour les réparations, eh ben, elle n'est pas utilisée pour se reproduire. Or, l'évolution, elle ne connaît qu'un truc, c'est effectivement la capacité de se reproduire. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas besoin de consentir ces efforts, eh bien, ça disparaît. La question n'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Et cette question-là, c'est la réponse également, je terminerai par cela. C'est la question, cette question angoissante, mesdames et messieurs, que vous posez toutes et tous. Mais pourquoi vieillissons-nous ? Pourquoi mourrons-nous? Que diable? N'est-il pas très désavantageux de mourir alors qu'on est si beau, si fort, vivant? Eh bien, c'est qu'aux yeux de l'évolution, votre mort est un non-phénomène. L'évolution, votre mort, elle s'en tamponne ce qui lui sert de coquillard. Voilà. Pour quelle raison? C'est que l'évolution, ce qui l'intéresse, c'est que vous vous soyez reproduit. Mais après que vous êtes reproduit, ah ben, on ne va pas continuer à vous réparer. Ça serait vraiment du boulot pour rien, de l'énergie pour rien. Alors la bonne question n'est pas pourquoi la mort, mais pourquoi pas la mort? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Axel Kahn. Merci Maxime Hervé. J'ai échoué. J'ai malheureusement échoué devant l'intérêt de votre démonstration à protéger la demi-heure que nous consacrons habituellement aux questions du public.